T'es bon comme ça, David? Tu m'entends ou pas là, David? Bah, on a monté le son déjà. Est-ce qu'on m'entend à peu près bien ou pas? Oui, ok. Alors les autres, un peu au fond, on vous invite à nous rejoindre à l'espace Agora. Et on va commencer, c'est ça? Ouais? On commence? Ouais? Allez. Alors on recherche Flore. Elle arrive. David, c'est quoi ce soleil là? Là, David, enlève le soleil, David. Non mais David, il y a un problème là, regarde, le soleil il est là. Mais ça, oui, c'est vrai, il suffit de se déplacer. Ah. Oui, on va se mettre là sur le côté. Bah sinon, venez. Voilà, on est tous là. Alors bon, c'est moi qui prends la parole en premier. Alors moi j'adore parler, vous le savez tous, ceux qui me connaissent. Ici, c'est le château d'Espérance. C'est un très bel endroit de la ville de Saint-Gilles. Et c'est aussi un site du ministère de la Culture, des Archives de France. Donc nous avons une mission nationale de conservation des microfilms et des images numériques du réseau des Archives de France. C'est pas rien quand même. La mémoire de la France se trouve derrière moi sous ce dôme. Merci David. 20 millions de mètres de microfilms. Magali elle n'est pas là. 6 pétaoctets de données, je crois, voilà, et en augmentation croissante, voilà. Donc c'est un service très important de l'État. Et c'est aussi le château d'Espérance avec ce magnifique endroit, un parc paysager, un château meublé, une réserve archéologique de 7 hectares. Donc ça, c'est la partie patrimoniale. Et c'est ce qui s'est passé il y a 5 ans. C'est que nous avons en fait signé une obligation réelle environnementale, la première de l'État. Donc c'est pas rien non plus, hein. On s'est battu pour ça. Et ça marche bien en fait. On questionne le vivant et on questionne nos missions de patrimoniales par rapport à la question du vivant. Donc c'est tout un programme. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je pense qu'au fur et à mesure des années, on va pouvoir mieux se faire connaître. En tout cas, il y a 5 ans, on a organisé le Festival de la biodiversité, ACT, avec des partenaires formidables. Edith et Pollux, bah, tu en parleras. Donc, le président est là. Flore, César, ma fidèle amie. Combien, 25 ans? 30 ans? Ah, 20 ans. Bon. Ouais, ça fait longtemps qu'on se connaît en fait. Et évidemment, j'oublie. Oui, Curiosité, ah oui, Flore et Curiosité, sont toute son équipe qui est là. Et ouais, Flore. Alors oui, bah, Flore, on a accueilli aujourd'hui 300 enfants, 40 accompagnants autour de la thématique de la biodiversité. Donc une formidable organisation, bravo. Quoi dire de plus? Je sais pas rien. Ouais. Et tout ça aussi se fait grâce à un grand partenariat avec la mairie de Saint-Gilles. Oui, parce qu'en fait, c'est vous. Les lumières, c'est vous. Les chaises, c'est vous. Les tables, c'est vous. Plein de choses. Donc en fait, c'est énormément d'investissement. Sans ça, on ne pourrait pas faire acte. Donc merci beaucoup. Ben, on le ferait bien sûr, mais on le ferait autrement, donc avec moins de confort. Donc merci beaucoup. Donc c'est la fête de la biodiversité. C'est un sujet très important, très grave. Tariq Chakchak nous fait l'honneur d'être là, vraiment en ami, je pense. Donc vraiment, c'est super qu'il soit là. Moi, je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas beaucoup de Saint-Gillois, parce que, bah, ouais, levez les doigts les Saint-Gillois.
Ouais, mais en fait, c'est tous des copains. Il y a le club d'aviron là-bas. Bah voilà, on fait d'aviron ensemble. Enfin, c'est que des copains avec. Mais les 15 000 Saint-Gillois, bah, je sais pas où ils sont, madame l'élu. Pourtant, on fait voilà, on a communiqué. Je sais pas, peut-être que les Saint-Gillois, pour l'instant, ne sont pas convaincus qu'il y a une problématique à réfléchir, à traiter, qui est la question de la biodiversité. Voilà, mais finalement, je parle pas mal, quoi, et longtemps. Donc, bah, j'arrête. Et je passe la parole à qui? On passe la parole à Mme Tudela, première adjointe de la ville de Saint-Gilles, et vous êtes en charge des écoles, du périscolaire, l'extrascolaire, ressources humaines aussi, je crois, mais voilà, je laisse la parole. Bien, bonsoir à tous et à toutes et à tous. Pardon. Bien, mon cher Henri Luc, merci de nous accueillir dans ton beau château. Madame Flore de Curiosité et Monsieur Romain, directeur de TNTBAT et Pollux, bien évidemment. C'est ça, je me suis pas trop... Président, pardon, oui. Bien, mesdames et messieurs, je suis avec Frédéric Brunet, donc adjoint au maire en charge de l'environnement et notamment de la biodiversité sur la ville. Donc, premièrement, j'excuse Monsieur le maire qui était retenu par un engagement par ailleurs sur la ville parce qu'on a des agendas et un événementiel très chargé en cette période aussi. Bon, vu qu'on a reculé l'heure, peut-être qu'il est temps qu'il nous rejoigne aussi, mais bon, ouais. Mais en tout cas, ça me fait plaisir d'être là et de le suppléer. Bon, moi je suis... Exactement. Et puis bon, ça me fait très plaisir. Bien, alors je vais vous dire, parce que j'ai beaucoup de choses à dire, donc je vais les lire. Donc pour commencer, la ville de Saint-Gilles est heureuse de participer à l'ouverture du festival que j'appellerai ce soir 5e acte. Attention, ce n'est absolument pas une antenne du festival de Cannes, mais la 5e édition des rencontres de la biosphère de Camargue, acte 5. Des rencontres initiées par le Centre national des archives de France en 2021, menées dans un très large partenariat et organisées chaque année dans le cadre des rendez-vous au jardin. Je profite de ce mot d'accueil pour exprimer ma gratitude à tous les co-acteurs participants et tout particulièrement au site du Château d'Espérance, à son directeur, M. Camplot, qui accueille chaque année cet événement marquant. C'est très long, je crois que je vais écourter. Dans le site du Château d'Espérance est depuis de nombreuses années un acteur culturel, patrimonial et environnemental ô combien important de notre territoire. Un établissement qui s'est engagé ces dernières années à intégrer durablement la problématique écologique dans son projet scientifique, culturel et éducatif. Il est d'ailleurs signataire de la charte des éco-acteurs de la biosphère de Camargue, mais aussi de la première ORE, Convention d'obligation réelle environnementale. La ville est donc chanceuse d'avoir sur ce site historique et culturel et remarquable sur son territoire. D'autant que le Château d'Espérance mène de nombreuses actions de médiation du patrimoine à destination des scolaires saint-gillois. Et d'ailleurs, j'étais présente ce matin avec mon collègue Frédéric, où donc voilà, on a pu assister et vraiment voir que les élèves ont réalisé des ateliers, des balades, et tout ça en plein air bien évidemment, dans cet endroit majestueux dans lequel ils peuvent étudier l'immense combinaison de la biodiversité. Cet après-midi, les classes de l'école élémentaire Victor Hugo ont pu, non sans fierté, présenter leur travail remarquable mené avec Sylvie Hernandez, artiste résidente au château, sur l'écriture de contes d'espérance et la création d'un kamishibai. Alors peut-être qu'on a les illustrations, peut-être qu'on pourra les faire circuler si vous êtes intéressés. Donc c'est un projet qui allie à la fois la rédaction et après la mise en image. Donc c'est vraiment un projet complet. Voilà, on va vous faire passer les petites illustrations. Voilà, je la félicite parce que, bon, pour la qualité bien évidemment de ses actions menées et surtout l'enthousiasme qu'elle a retransmis auprès des scolaires et des enfants qui ont vraiment aimé participer à ces ateliers. Donc vous lui communiquerez de ma part, bien évidemment. Donc Saint-Gilles est heureuse de voir chaque année ce week-end spécial accueillir ces temps culturels, artistiques, festifs et ludiques et une vitrine pour toutes les actions et les initiatives des éco-acteurs de Saint-Gilles et plus largement de la Camargue. Et je me souviens
de la signature donc en 2021 de la première d'acte où les acteurs étaient essentiellement institutionnels, on va dire. Et l'objectif fixé était de fédérer la prise de l'éco-conscience du citoyen et au plus grand nombre. Et alors, c'est un peu en contradiction avec ce que tu disais tout à l'heure, mais moi je fais un bilan de cet acte 5, 5 ans après ou 4 ans après, et je peux dire que l'objectif est réalisé. Et bon, qu'il faut qu'il continue bien évidemment dans cette dynamique. Mais aujourd'hui, on peut compter quand même sur des associations saint-gilloises comme Saint-Gilles-Villefleury, l'Aviron Club, nos services après mairie, donc service médiathèque, patrimoine, qui seront là tout le week-end. Vous allez les redécouvrir à partir de demain. Et donc cet étroit partenariat avec le territoire s'est mis en place, mais y compris avec la population, parce que, bon, peut-être pas ce soir, c'est pas, on va dire, illustrateur, mais je pense que dans le week-end, les gens, la population vient, et vient à vélo notamment, voilà. Donc j'en profite pour remercier encore une fois les mécènes, les associations organisatrices, Édité Pollux et Curiosité. En 5 éditions, et grâce à l'engagement de chacun, Acte est devenu un événement reconnu. Il met en lumière les initiatives éco-responsables locales et favorise les échanges sur notre écosystème, réduisant ainsi la distance entre l'humain et la nature. Comme l'a souligné Léonard de Vinci, le mouvement est le principe de toute vie. Il ne croyait pas si bien dire, car les déplacements dans notre société actuelle sont un sujet de grande importance. En quelques années, la mobilité urbaine est devenue un enjeu crucial dans notre vie de tous les jours, soulevant des questions sur l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Donc sachez que conscient des défis croissants liés à la réduction de la circulation automobile, la municipalité de Saint-Gilles a décidé de mettre en place une politique globale d'aménagement cyclable à travers un plan vélo qui va se dérouler sur plusieurs années. Donc, et bien sûr, je saisis cette occasion, bien évidemment, qui est vraiment adaptée pour remercier nos 2 élus en charge de ce projet. Donc c'est Frédéric Brunel, ici présent, mais aussi Alexandre Michel, que j'excuse parce que il est vraiment dans le thème. Il est professeur aussi d'EPS au collège Jean Villard à Saint-Gilles. Et il a accompagné toute la semaine dernière, il est revenu aujourd'hui, un groupe de 2 classes du collège à vélo qui se sont rendus sur une semaine au Grau-du-Roi. Donc il était vraiment dans le thème, et ce soir donc on l'excuse de son absence bien évidemment. Donc en parallèle, donc, ces 2 élus présentent chaque année lors du festival les actions de la ville que vous pouvez redécouvrir sur des grilles qui sont un petit peu sur notre gauche là-bas. Et donc voilà, et mettre en valeur tout l'environnement que nous mettons en action. Les investissements donc ne s'arrêtent pas là, puisque la ville encourage désormais les agents, aussi nos agents territoriaux. On finance une subvention, enfin une participation pour une location de vélo s'ils veulent venir travailler à vélo donc à la mairie. Et je tenais aussi à remercier Nîmes Métropole qui nous a prêté pour ce week-end des vélos, Tango Frédéric, donc mis à disposition aussi du grand public. Mais à vélo, bien sûr, un mois où les balades sont proposées le week-end pour sensibiliser et promouvoir les alternatives au transport traditionnel, ainsi que des ateliers d'éducation, de réparation. Je pense à la Croisée qui met ça en place aussi, et à la sécurité routière que nous organisons avec notre police municipale auprès des scolaires aussi et des enfants de la ville. Donc pour cette année, vous allez sélectionner le sujet transversal du déplacement, et donc on va laisser après la parole à monsieur Tariq Chekchak, à qui j'ai eu l'honneur de me présenter tout à l'heure. Donc il va nous parler bien sûr des modes de déplacement, et puis surtout nous faire une conférence sur cette façon biomimétisme que nous avons, et donc il va nous en parler mieux que moi d'ailleurs. Donc je vous souhaite bonne réussite de ce festival, mais je suis sûre que demain il y aura plus de monde que ce que nous avons, et c'est déjà pas mal ce soir, bien évidemment, et surtout un bon 5e acte pour 2025. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a des nouvelles de la Via Rona là? Elle avance bien, hein, mais elle va bientôt se mettre en service? Parce que ça, c'est un axe extraordinaire, ça. Alors, la partie, peut-être Frédéric me complétera, de Galicien à chez nous a déjà attaqué. Mais par contre, on va être après il y a une trêve entre
Exactement. Et puis on va relier. Exactement. Une voie. Voilà, exactement. Combien ils ont mis, Alexandre, pour faire le trajet là? Eh oui, voilà. Et donc oui, alors à propos de ça, donc ce matin nous avons accueilli presque 300 élèves de la ville de Saint-Gilles, les scolaires et puis une classe du collège. Et on a 2 classes qui sont venues à vélo aussi, de l'école d'Issy-Galoun. Voilà, qui ont été accompagnées avec les parents, donc super, ils ont joué le jeu. Vraiment, c'était très sympa ce matin, vraiment, c'était vraiment félicitations pour les ateliers aussi. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va passer la parole à Flore César pour la curiosité. Donc c'est à moi. Alors évidemment, je suis obligée de commencer en remerciant Henri-Luc d'abord pour ta confiance. Voilà, j'en dis pas plus. C'est clair, c'est simple. Mais aussi pour remercier Edith Evolux. Je regarde tous les intervenants d'Edith Evolux, voilà. Parce que, en fait, ACT, ça ne vit que grâce à une chose. C'est la coopération. La coopération entre nos structures, la coopération avec des institutions diverses et variées, voilà. Et c'est ça aussi la force de ACT, c'est qu'on peut avoir autant le service patrimoine qu'une artiste, qu'un expert, un naturaliste, que voilà, c'est vraiment la coopération, mais aussi la coopération des enfants. C'est ça qui est fort puisque les enfants nous présentent l'après-midi ce qu'ils ont fait pendant toute l'année par rapport au sujet. Et donc c'est eux qui viennent nous raconter ce qu'ils comprennent du sujet et comment ils ont été sensibilisés tout au long de l'année à un sujet. Et donc des fois, en fait, grâce à eux, on apprend plus que de nous-mêmes, en fait. C'est ça qui est magique. Et juste, je vais être très courte, je termine juste avec quelques chiffres. 300 élèves, d'accord, mais comment ça se traduit 300 élèves? C'est 20 classes, c'est plus de 50 accompagnateurs. Mais c'est surtout, ça se traduit en l'espace de 3 heures, en 16 ateliers, en 25 ateliers en 16 visites dans la matinée et en 75 ateliers. Voilà. Donc c'est énorme, c'est énorme. Et tout ça n'est faisable aussi que grâce à Curiosité qui est ici. Voilà, tous ces gens qui sont là et qui se donnent beaucoup parce que vraiment ça vaut la peine, voilà, malgré certains échecs, mais c'est important. Non, mais si, il y a toujours des échecs, mais c'est important en fait de faire face et pour un sujet aussi important. Voilà. C'est tout. Merci beaucoup. Du coup, je vais me donner la parole à moi-même. Pour vous parler rapidement, du coup je vais faire court, de Teintebat et Edith Evolux. Donc voilà, j'ai l'honneur d'être le président de la structure. C'est un tiers-lieu Saint-Gillois, pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, Edith Evolux est basé en plein quartier politique de la ville à Saint-Gilles depuis 2016. On est éco-acteur aussi. On est évidemment content de travailler sur ACT depuis le départ. Je ne vais pas redire ce qui a été dit sur les partenariats, ils sont super importants, on est vraiment content d'être là-dedans. Henri-Luc t'a reparlé de l'ORE, on était aussi partie prenante de la consultation là-dessus et tout ça, c'est vraiment important parce que ça donne un festival vraiment singulier. Que dire de plus? Les déplacements, je pense que ça résonne bien pour Edith Evolux qui navigue entre différentes thématiques au fil de l'eau depuis des années et est allée sur le chemin aussi de la biodiversité, sur le champ de la biodiversité aussi. Donc ça nous va pas mal parce qu'on explore aussi plein de champs différents, on passe de l'un à l'autre et c'est ce qui fait, on pense aussi la richesse d'ACT. Voilà, donc on est vraiment content d'être encore partie prenante. Je vais remercier les mêmes partenaires qui ont été déjà remerciés. On excuse aussi les présidents du parc naturel régional de Camargue, Madame Ocludis-Petit qui n'a pas pu venir, Monsieur Claustre pour côté du syndicat mixte de la Camargue gardoise. Donc tous deux présidents des deux structures qui portent
signataire de la charte aussi, et qui porte de Camargue, la réserve de biosphère, merci, de Camargue. Voilà, j'en dis pas plus. Alors, je vais présenter rapidement notre intervenant. Et puis ensuite, peut-être vous rappeler que derrière, il y aura un pot aussi offert par les vignerons créateurs après la conférence. Donc comme ça, vous resterez jusqu'au bout. Mais il n'y aura pas besoin de ça pour que vous restiez jusqu'au bout. Il y a à manger aussi. On n'a pas trop parlé du programme, mais le programme est très riche. Et puis on a pris un peu de retard, mais je pense que vous l'avez ouvert. Il est très dense encore cette année, donc voilà, on ne va pas le redétailler. Voilà. Ouais, le BAM va circuler. Et abonnez-vous au BAM. Voilà, comme ça, David. Non, c'est juste pour dire à Tariq, et à tout le monde, c'est que ce qu'on attend de cette conférence de Tariq, c'est beaucoup d'interactivité. Et je crois que tu aimes ça et que tu vas te prêter au jeu des questions-réponses. Et donc c'est ça qu'on souhaiterait en fait avoir, beaucoup d'interactivité, beaucoup de questions, sans filtre. Allons-y. J'ai rien à dire. Hein. Ouais, je vais juste, le temps de son arrivée, vous dire un petit peu qui il est, et puis après il complétera et il dira sûrement mieux que moi qui il est, et puis surtout ce dont il va vous parler. Oui. Tariq Chekchak donc, est ingénieur, écologue et biologiste de formation. Son expertise, pour tenter de la résumer, elle est sur les enjeux du vivant comme source de résolution de problématiques humaines. Voilà, j'espère que ça résume à peu près ce qu'il recherche à faire. Il est ensuite directeur du pôle des stratégies inspirées du vivant à l'Institut des futurs souhaitables, dans lequel il accompagne les organisations pour notamment essayer d'adopter des modèles régénératifs, fait des parcours pédagogiques, membre fondateur également du Centre d'excellence d'expertise en biomimétisme. Il en parlera sans doute. A été 10 ans directeur du programme Sciences et Environnement de l'équipe Cousteau, voilà, pour ceux d'entre nous qui s'en souviennent. Chef d'expédition polaire depuis 20 ans. Évidemment l'un des pionniers en France du biomimétisme. Avant de lui laisser la parole, juste le préciser que demain, tu seras aussi dans le programme d'Actes. Demain à 11h, il va vous proposer une marche du temps profond. Voilà, j'en dis pas plus. Il en parlera peut-être s'il souhaite détailler et nous donner un peu l'eau à la bouche. À 11h, ça durera 1h30 à peu près. Rendez-vous à la buvette pour ceux qui souhaitent. Et puis voilà, et la conférence, du coup je laisse la parole. Merci. On verra après si c'est. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je suis ravi d'être avec vous, en plus dans une enceinte comme ça, sous les arbres, et un peu déçu de ne pas avoir eu ma botte de paille aussi, et je suis obligé donc de m'asseoir sur un fauteuil. Donc non, c'est super. Bien souvent, je suis pas dans des aussi belles salles. C'est pas une salle, c'est la nature qui nous offre en tout cas un cadre qui nous permet d'être au cœur du sujet et d'avoir le sujet au cœur. C'est vrai, d'abord je voudrais vérifier qui a déjà entendu parler du mot biomimétisme. Si vous pouvez lever la main, ok, pas mal. C'est pas mal. C'est tout simplement l'art de s'inspirer du vivant, mais pas juste pour faire, comme on dit en bon français, business as usual. C'est au cœur même du concept, il y a l'idée de contribuer en regardant ce qui s'est passé autour de nous depuis 3,8 milliards d'années. Enfin de nous non, parce qu'on n'était pas là. Il y a des espèces qui sont là depuis des millions d'années sans avoir vraiment énormément changé, qui ont prouvé qu'elles étaient capables de passer en tant qu'espèce à travers des tas de changements, les requins par exemple, les éponges marines, etc. Et Homo sapiens sapiens, autoproclamé doublement intelligent, c'est 300 000 ans à peu près, par rapport à des millions d'années d'existence. Et la vie sur Terre, c'est 3,8 milliards d'années. Donc pas mal d'essais-erreurs, pas mal d'expérimentations. Et le cœur de la proposition du biomimétisme, c'est apprendre de ces leçons de 3,8 milliards d'années d'expérience de la vie sur Terre. Et pas pour innover, pour faire de la croissance économique, même si ça peut aussi contribuer à ça. C'est innover pour essayer de répondre aux grands enjeux de notre époque, que sont le dérèglement climatique, la 6e extinction de masse de la biodiversité que nos modes de production et de consommation provoquent,
et aussi la crise des inégalités. J'ai rejoint l'Institut des futurs souhaitables il y a 8 ans à peu près. À l'époque, je travaillais encore chez Cousteau. Je n'ai pas travaillé chez Cousteau à la grande époque, hein. J'ai rejoint l'équipe Cousteau et la Cousteau Society, la branche américaine qui est de l'ONG créée par le commandant Cousteau, en ayant conscience que j'avais envie en fait, de rendre à cette institution ce qu'elle avait pu me donner en tant qu'enfant, en m'inspirant une carrière de biologiste marin, d'écologue marin. Mais j'ai eu la chance quand même donc, de participer à une mission, par exemple, où on a fait le bilan 50 ans après la première expédition en mer Rouge de la Calypso. C'est la seule institution au monde en fait qui a, on parle d'archives, hein, qui a des archives sous-marines depuis 50 ans. Donc ça veut dire qu'on est capable de comparer la situation d'aujourd'hui avec ce qu'elle était il y a 50 ans. Et j'ai fait partie donc sur Alcyone, je ne sais pas si vous vous rappelez pour ceux qui connaissent le navire avec les turbovoiles là, donc d'une mission avec certaines personnes qui avaient vécu la grande aventure Cousteau des années 60, entre autres Claude Vesely qui nous a quittés, hein, qui habitait à Marseille, qui était un des premiers océanotes du monde. Donc c'est des personnes qui ont vécu sous la mer en 1962, entre autres, au large du Soudan, dans un petit atoll qui s'appelle Chabroumi, où ils ont passé 1 mois sous l'eau, et à l'époque, aucun humain n'avait fait ça. Il y avait 2 stations, une à peu près une vingtaine de mètres et une plus profonde. Ils n'y remontaient pas à la surface, hein, c'est ça qu'on veut dire. Et on ne savait pas en termes de mélange de gaz si c'était faisable. Enfin, c'est une vraie aventure, quoi. Ça a même influencé donc l'aventure spatiale par la suite, puisque des astronautes sont venus aussi utiliser les apprentissages. Et Claude, entre autres, a travaillé ensuite pour la NASA pour entraîner des astronautes à l'époque de la grande exploration des années 60 de l'espace. Et ça a donné le lieu à un film, on parle du Monde du silence pour ceux qui connaissent, mais là c'était Le Monde sans soleil, qui a eu un Oscar, entre autres, aux États-Unis à cette époque-là. Donc moi je suis revenu sur le site avec Claude, avec 2 des enfants Cousteau aussi, et on a pu donc comparer ce qui se passait en mer Rouge, et le seul endroit où ça n'avait pas changé, c'était la côte du Soudan. Pas changé négativement, je veux dire. En Égypte, on parle de magnifiques fonds marins en Égypte, qui restent magnifiques, mais c'est rien par rapport à ce que c'était dans les années 50. Et pourquoi ça n'a pas changé? Parce que le Soudan est en crise depuis longtemps, et malheureusement ça recommence, et donc il n'y avait pas eu de développement côtier. Et à partir du moment où il y a développement des humains, eh bien on constate malheureusement dans plein d'endroits à travers le monde que ça se fait au détriment des écosystèmes, au détriment du vivant. Et à un moment donné, évidemment, quand on est dans un pays comme le Soudan, on ne peut pas opposer biodiversité et besoins humains fondamentaux. Sur la côte, il y a des pêcheurs qui n'ont même pas accès à l'essentiel, qui n'ont même pas accès à l'eau, parfois potable, et j'ai vu des gens mendier pour l'eau, par exemple, demander de l'eau au bord des pistes. Et donc, ça ne peut pas être la protection de la biodiversité telle qu'on l'a conçue au XXe siècle, avec l'idée de mise sous cloche, et parfois même en expulsant des populations locales pour mieux protéger ce qu'on a envie de protéger. Forcément, on doit faire le lien entre besoins humains et besoins des autres espèces. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans une aventure qui explique pas mal de mes cheveux blancs, à essayer de faire en sorte de construire des parcs nationaux qui fassent ce lien entre pauvreté et biodiversité. Ça a donné des choses dont on est assez fiers. Par exemple, le fait qu'on a été déclaré, on a ces 2 zones qui n'étaient pas dans les radars des Nations Unies ont été déclarées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il fallait pour ça caractériser ce qui se passait socialement et écologiquement aussi dans les sites marins. C'est des endroits où on va retrouver par exemple des récifs de coraux capables de résister au changement climatique. On va retrouver des populations de requins, de raies manta, pour ceux qui connaissent un petit peu, de dugongs, des animaux qui ont disparu, qui sont en train de s'effondrer partout. Là-bas, c'était encore des populations en bonne santé. Donc même d'un point de vue patrimonial, au niveau de la possibilité éventuellement des écosystèmes de se régénérer, ces coraux qui résistent au changement climatique parce qu'ils vivent dans une baie déjà salée, déjà chaude depuis de très longtemps, c'est un pool génétique extraordinairement important par rapport à l'époque malheureusement qui est la nôtre où on risque de voir un effondrement des récifs de coraux un peu partout à cause des effets du changement climatique. Alors là, moi, à cette époque-là, quand j'ai rejoint Cousteau, l'équipe Cousteau et la Cousteau Society, j'étais déjà chef d'expédition polaire. Et j'ai eu la chance, et je salue Aïda qui est là, hein, on a grandi ensemble, de bénéficier d'une multiculturalité, donc maman normande et papa d'Afrique du Nord, où j'ai grandi en Afrique du Nord jusqu'à mon bac en fait, dans un contexte assez privilégié, hein, une maman qui travaillait donc ce qu'on appelait à l'époque le centre culturel français, donc
et un papa bijoutier algérien assez connu là-bas. Et donc la possibilité de voyager déjà, de découvrir des environnements de la Méditerranée, que vous aimez ici, mais aussi des montagnes, avec les montagnes de l'Atlas, et aussi du désert. Et donc très très tôt aussi, l'envie d'aller encore découvrir d'autres écosystèmes à travers le monde. Et puis les documentaires de Cousteau qui m'ont inspiré. Ma tante aussi, Samia, qui était la première ingénieure forestière de cette région et qui avait créé une émission de radio en français qui s'appelait Bulle Verte, où j'intervenais de temps en temps quand j'étais adolescent. Tout ça a contribué à faire qu'il y a des rencontres aussi qui m'ont donné le courage et l'envie d'aller aussi un peu plus loin, derrière l'horizon, jusqu'à l'Arctique et l'Antarctique par la suite, où j'ai mené, après avoir fait des études au Canada en écologie, j'ai mené des expéditions polaires à caractère scientifique, puis après mixte un petit peu pour des documentaires aussi, etc. Ce qui veut dire que j'ai eu la chance de voir le monde, vraiment, des coraux de la mer Rouge jusqu'aux glaces de l'Antarctique. Et je fais partie aussi de ces personnes, et c'est pas tellement pour parler de moi, mais pour que vous compreniez d'où je parle, de ces personnes qui souffrent d'une maladie psychologique. J'ai rencontré une thérapeute tout à l'heure, que je salue, qui est là, j'ai oublié le prénom, pardon, c'était un peu nouveau, qui s'appelle la solastalgie. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce mot, la solastalgie? C'est la Madeleine de Proust environnementale, mais avec un peu de tristesse. C'est un environnement qu'on a connu et qui n'est plus là, et dont on a la nostalgie. Quand j'ai grandi, et Aïda, tu connais cet endroit, hein, à Saoula, près d'Alger, c'était la campagne. C'était des forêts juste à côté, c'était des vergers. Maintenant, c'est la banlieue de la ville d'Alger. Et évidemment, le terrain de ma famille est toujours le même, mais autour, ça a complètement changé. L'urbanisation, évidemment galopante, a aussi fait ses ravages. Et évidemment, il fallait que les gens se logent dans un pays en crise forte de logement. Donc là encore, on ne peut pas opposer. Mais la conséquence, c'est que l'environnement que j'ai connu dans mon enfance n'existe plus. C'est ça la solastalgie, et peut-être pour certains d'entre vous maintenant se rendre compte que peut-être aussi ils ont des moments de solastalgie, mais c'est aussi près de Paris, Montreuil par exemple, dans les années 50, hein, avec les murs à pêche et tout ça. Maintenant, on défend ardemment les derniers murs à pêche qui restent à Montreuil, et une association s'est montée d'ailleurs pour les défendre. Eh bien, il y a des tas d'endroits en fait où on peut constater ça. Et puis il y a aussi des belles histoires, des moments où la nature est capable de se régénérer. Le parc national de Porquerolles, par exemple, est un bel exemple de ça. Et des fois, au début, on se dit, ah oui, opposition, non, on a besoin de continuer à pêcher, ce qu'on peut comprendre, hein, surtout pour la petite pêche. Sauf que maintenant, quand vous allez à Porquerolles, vous voyez les pêcheurs tout autour du parc. Pourquoi? Parce que une fois qu'on a mis en place des bonnes pratiques, ça fait source, en fait. La biodiversité sort aussi de l'endroit qui a été régénéré. La Convention de Montréal, les scientifiques du monde entier considèrent qu'il faut, si on veut donner une chance aux écosystèmes de se rétablir, au minimum 30% des terres et des mers avec un statut de protection sérieux, c'est-à-dire pas des parcs de papier. Et là, on donne une chance aussi ce qu'on pourrait appeler dans certains milieux le capital naturel, de pouvoir continuer à rendre des services aux humains. Et donc le biomimétisme, comment j'y suis arrivé? Certainement pas par rapport à simplement la question de l'innovation, mais plutôt de se dire, est-ce que je vais continuer à me battre avec d'autres sur le terrain pour se demander comment retirer le plastique des océans, comment retirer le CO2 et l'acidification que ça provoque et les changements climatiques. Et il y a eu un épisode particulier dans ma vie où j'étais dans un archipel qu'on appelle le Spitsberg ou le Svalbard, en train d'accompagner une équipe qui recherchait des ours blancs. C'est vraiment des animaux que j'ai la chance de fréquenter depuis longtemps et que je trouve fascinants. Et on était sur la côte est du Svalbard, donc vraiment un endroit loin de tout. Il n'y a pas beaucoup de bateaux, c'est un brise-glace sur lequel j'étais, un petit brise-glace d'origine suédoise. On était une vingtaine à bord, donc c'est pour vous dire, c'est pas les gros brise-glaces nucléaires là dont on parle, pas du tout. Et on avait observé un ours blanc qui était aussi curieux de nous qu'on l'était de lui, et une observation dans une banquise virginale avec les lumières polaires. Enfin, c'était juste un moment magique. Et l'ours s'est vraiment approché très près du bateau pris dans la glace. Et quelques jours plus tard, dans la même zone, je débarque avec mon équipe sur une plage au bord d'un fjord, avec un magnifique glacier au loin, et on marche vers ce glacier, et je tombe tout d'un coup sur des filets, des déchets de plastique qui avaient été ramenés par les courants marins. Mais de très très loin, c'est-à-dire ça venait pas de la zone, quoi. C'est les courants marins pendant des mois qui amènent ça. Et surtout dans ces filets, il y avait 2 cadavres de rennes qui avaient essayé de traverser le bras de mer, qui s'étaient pris dans les filets, et aussi des sternes arctiques. Et les sternes, ce sont des oiseaux migrateurs
qui font la plus longue migration au monde, qui vont de l'Antarctique à l'Arctique. Et leur parcours s'est fini dans ces filets. Et il y avait aussi, je me rappelle, donc des déchets plastiques ramenés par les courants. Pas énormément, mais c'est le contraste en fait entre la beauté de ce que je venais de vivre et ça qui m'a vraiment frappé au cœur. Et je me rappelle, il y avait un Lego et une bouteille en anglais de shampoing bio. Et je me suis dit, mais il n'y a pas un concepteur qui a envie que ça finisse là. C'est pas forcément des actes malveillants qui sont à l'origine de ça. Mais il semblerait qu'il y ait une sorte de guerre larvée, inconsciente parfois, maintenant on en prend de plus en plus conscience, entre ce qu'on pourrait appeler la technosphère, donc toutes les modes de production, les choses qu'on crée, que les humains, en tout cas Homo faber, l'homme qui fabrique, crée, et la biosphère, donc les flux du vivant. Et donc c'est à ce moment-là, peut-être pas forcément complètement au hasard, que lors d'un grand congrès mondial sur la protection de la nature qu'on appelle, d'une organisation qu'on appelle l'UICN, l'Union internationale de conservation de la nature, à Barcelone, donc il y a un peu plus de 15 ans, je rencontre un ami qui venait de faire un stage avec une américaine qui s'appelle Janine Binius, un stage de biomimétisme. Et quand il m'en a parlé, je me suis dit, c'est ça qui me manque, pour m'approcher, non pas ne pas être en train d'éponger ce qui déborde de la baignoire en termes d'impact négatif, mais m'approcher des robinets où les impacts sont créés, c'est-à-dire des ingénieurs, des designers, pour essayer de leur transmettre avec d'autres ce que j'avais pu comprendre du fonctionnement des systèmes vivants. C'est une longue introduction, mais pour que vous compreniez vraiment que moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'innovation pour l'innovation, c'est l'éco-conception, c'est transformer les manières de créer de la valeur pour que ça ne soit pas une réponse destructrice, c'est-à-dire on répond à un besoin, l'alimentation par exemple, mais on détruit le cycle de l'eau, on détruit éventuellement la biodiversité, on détruit d'autres choses derrière, tout en répondant réellement à un besoin. Ça va ? Et donc le biomimétisme, c'est quoi ? C'est l'art de s'inspirer du vivant, à différentes échelles, de l'échelle nano jusqu'à l'échelle des écosystèmes, pour essayer de résoudre les grands enjeux de l'époque. Voilà. Ensuite, ça peut s'appliquer à différents niveaux. Ça peut s'appliquer au niveau de la forme, par exemple. On va traiter aussi de la mobilité dans le vivant. Et je vais d'abord commencer par traiter de la non-mobilité. Pourquoi ? Parce que c'est intéressant. Un arbre, il ne peut pas bouger pour aller chercher ses ressources. Il est obligé de faire avec ce qu'il a autour de lui. Évidemment, au tout début, quand ça démarre, il y a peut-être un humain qui l'a planté, ou un oiseau qui a mangé une graine et qui a déposé la graine un peu plus loin, d'ailleurs entouré d'engrais. Donc ça, c'est aussi génial, la relation entre espèces. Mais à partir du moment où un arbre commence à pousser, il doit faire avec ce qu'il a autour de lui. Et là, on peut dire quel extraordinaire modèle de sobriété et de création de valeur à partir aussi de ressources locales et pas de terres rares qui viennent de l'autre bout du monde à grand renfort de destruction. Et donc, cet arbre que j'ai au-dessus de moi, par exemple, c'est aussi des panneaux solaires. C'est aussi des feuilles qui vont être capables de faire quelque chose d'extraordinaire, de capter la lumière du soleil pour la transformer en sucre et qui génère un déchet, mais ô combien important pour nous. C'est quoi le déchet de la photosynthèse ? C'est l'oxygène. C'est pas un déchet toxique, c'est un déchet qui est une ressource pour nous. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Dans l'histoire de la vie, quand les premières bactéries, les cyanobactéries, ont inventé la photosynthèse à oxygène, l'oxygène, c'est un produit qui réagit beaucoup avec l'environnement, ce qu'on appelle l'oxydation. Et ça a été un problème à l'époque pour les bactéries qui existaient parce qu'elles n'étaient pas équipées pour résister à l'oxygène avec ce qu'on appelle les antioxydants. Et donc, ce qui a été une catastrophe à cette époque-là est devenu une ressource extraordinairement importante pour nous et pour plein d'espèces qui respirent. Et donc, cet arbre, contrairement à nos panneaux solaires, il n'a pas besoin de chambre blanche, haute pression, haute température et terre rare pour l'électronique. Il fait de la photosynthèse dans ses feuilles à température ambiante dans de l'eau, comme solvant. Et en plus de ça, vous pouvez manger ces panneaux solaires en salade pour certains, si c'est un tilleul par exemple, ça c'est très très bon. Avec une bonne vinaigrette, essayer de manger les panneaux solaires qu'on fabrique technologiquement, c'est pas la même chose. Et au pire, ça devient un humus fertile qui permettra à d'autres organismes de bénéficier d'une ressource une fois qu'il n'est plus utile en tant que panneau solaire. Une feuille, c'est pas simplement un panneau solaire. C'est aussi une zone d'échange de gaz. C'est aussi, ça contribue à une pompe qui est stimulée par ce qu'on appelle l'évapotranspiration. Donc quand l'arbre transpire, ça fait monter la sève. Et tout ça, en fait, ça vous montre que la performance du vivant, elle n'est pas dans une fonction. Elle est dans le fait que c'est multifonctionnel. Si vous regardez le rendement d'un centimètre carré
de feuilles, c'est rien du tout par rapport à un panneau technique. 2%, moins de 2% pour la plupart des feuilles. 30% pour les meilleurs panneaux solaires, c'est-à-dire la capacité à prendre de l'énergie et à la transformer en quelque chose d'utile. Mais c'est dans le cahier des charges respecté que vous trouvez le côté extraordinaire. Ressources disponibles autour de toi, température ambiante, pression ambiante, et en plus ça devient une ressource fertile et nourricière quand c'est plus utile pour faire ce que ça a été conçu pour faire. C'est là où on comprend la performance du vivant. Et sachez que, en prenant cet exemple de l'arbre, il y a des équipes à travers le monde, y compris en France, qui travaillent sur des modèles de photosynthèse artificielle. C'est-à-dire que demain, on l'espère, et c'est ces directions-là que moi j'aime soutenir, c'est des gels photosynthétiques sur base aqueuse, donc dans de l'eau. C'est des peintures photosynthétiques. Évidemment, la question, c'est de les faire de manière éco-conçue. Il ne s'agit pas simplement d'imiter à ce moment-là la forme de la feuille. On peut faire des panneaux solaires technologiques qui imitent les feuilles, qui vont s'orienter dans différentes dimensions pour imiter la structure tridimensionnelle. Et donc ça existe, il y a des innovations comme ça. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est le processus à l'intérieur de la feuille. Et c'est ça qu'on peut aussi imiter. Donc en gros, il y a 3 grandes portes d'entrée quand on fait du biomimétisme. La forme, le processus et les interactions aussi dans la complexité. Et là, c'est là où on va reparler d'agroécologie, par exemple. Ça va, vous me suivez toujours? C'est là où on va comprendre aussi comment différentes espèces peuvent collaborer, et la permaculture, certains d'entre vous sont aussi familiers avec ces approches-là, ou même l'agroécologie, étudie le fonctionnement d'une prairie, d'une forêt, pour essayer de faire des systèmes productifs bons pour les humains, mais également utilisant et donc faisant revenir la biodiversité. Et donc c'est un univers entier en fait qui s'ouvre quand on commence à avoir ce réflexe d'essayer de comprendre les recettes d'innovation du vivant, et on peut les appliquer à différentes échelles, de l'échelle nanométrique jusqu'à l'échelle des écosystèmes. Et on prenait l'exemple, tu disais, et je te remercie d'ailleurs de l'invitation, j'en profite à Henri-Luc, de l'importance du fait de stocker des données numériques. Ici, je ne sais pas combien tu disais de pétaoctets, 7 pétaoctets. Est-ce que vous savez dans 1 gramme d'ADN combien de pétaoctets on peut stocker? 217. Dans 1 gramme. Et il y a des équipes qui travaillent sur ça, sur le stockage de l'information dans de l'ADN. C'est pas prendre l'ADN des humains et puis mettre des choses dedans, c'est comprendre la structuration double hélice de l'ADN, recréer ça de manière artificielle, et stocker des données pendant des dizaines de milliers d'années potentielles. Parce que le problème du stockage digital, c'est aussi les supports, qui n'ont pas une durée de vie infinie. Dans de l'ADN, ça dure des dizaines de milliers d'années potentiellement si vous les stockez dans des bonnes conditions. Et vous voyez le potentiel immense, même par rapport à la transition écologique. On parle de tout l'impact des serveurs avec l'intelligence artificielle, etc. Mais si on observe le vivant, on peut imaginer aussi des systèmes d'information et des systèmes de transmission d'information qui n'ont pas l'impact écologique qu'on leur connaît actuellement. Et c'est souvent dans le vivant que se trouve une partie de la solution. Autre exemple, pour rester dans le côté digital, technologique, votre corps, votre cerveau, c'est un système d'échange d'informations extrêmement efficace. Bon, dans certains cerveaux, on pourrait se demander. Mais néanmoins, nous avons tout un système de partage d'informations qui n'est pas basé sur l'électron, donc l'électronique, mais sur le proton, la protonique. Et là aussi, c'est un champ d'innovation, mais immense, avec des innovations de rupture, la transmission d'informations, pas par l'électron, mais par le proton. Donc pas besoin de cuivre, mais sur support organique. Et là, vous avez des innovations de rupture, vraiment, qui peuvent arriver dans les prochaines décennies, si tant est qu'on mise dessus. Et là, c'est pour le côté purement high-tech. Donc la nature peut être high-tech et bien mieux que nous, en fait. Bien mieux que nous. Et puis, il y a le côté low-tech. Donc le concept de low-tech, c'est des technologies finalement qui ne demandent pas des maintenances délirantes. Moi, j'ai vu plein d'exemples en Afrique où on veut soi-disant transmettre des technologies, et puis c'est tellement sophistiqué à la moindre panne, plus personne n'est capable de réparer ça. Donc la question du low-tech, c'est aussi une question très importante. Il y a, je ne sais pas dans votre région si ça existe, mais ce qu'on appelle des low-tech labs, à Concarneau par exemple, où il y a des formations pour utiliser des technologies qui ne demandent pas en fait de la sophistication tellement énorme qu'au moindre problème, en fait, c'est pas du tout robuste, c'est pas du tout résilient. Vous avez donc différents champs d'application de cette alliance parfois entre high-tech et low-tech, et en tout cas avec l'idée à chaque fois de répondre aux enjeux de l'époque. Il y a un autre exemple que j'aime bien aussi illustrer pour montrer le potentiel transformateur du biomimétisme, si tant est qu'on l'utilise au bon endroit.
c'est la question de la fixation de carbone. Le vivant est une magnifique entreprise, si on peut dire, de fixation de carbone. Et nous, on est encore en train de se demander comment réduire les émissions. Donc déjà, premier message, le carbone n'est pas un problème. Le carbone est une ressource extraordinairement importante dans le vivant. C'est un atome qui fait des liaisons stables avec des tas d'autres atomes. Et votre corps est fixateur de carbone, l'arbre fixe du carbone, les sols vivants et fertiles fixent du carbone. Le problème, c'est le déséquilibre des réservoirs du carbone qu'on crée par nos modes de production et de consommation, c'est-à-dire les excès d'émissions de carbone dans l'atmosphère. Donc quand on me dit, on m'invite dans des événements intitulés décarboner l'économie, je dis non, 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 il faut recarboner l'économie, mais comme le vivant. Ce qu'il faut décarboner, c'est l'atmosphère. Vous voyez, le vivant nous donne aussi des indications stratégiques un peu plus subtiles et un peu plus fortes que ce qu'on a tendance à vouloir faire en se précipitant vers la solution, potentiellement purement technologique, alors que le vivant, si vous faites revenir des sols vivants, si vous faites revenir des zones humides, vous fixez du carbone et vous faites en plus revenir la biodiversité. Et donc moi, dans mes différents accompagnements, ce que je vais vraiment essayer de stimuler le plus, c'est pas imiter technologiquement simplement le vivant, c'est aussi designer en ingénierie écologique avec le vivant pour faire ce qu'on appelle dans notre langage des solutions fondées sur la nature, c'est-à-dire bonnes pour les humains, mais bonnes aussi pour la biodiversité. Des exemples, les îlots de chaleur dans les villes, avec le dérèglement climatique, revégétaliser, remettre de la biodiversité, désartificialiser certaines zones pour favoriser ce qu'on appelle le concept de ville-éponge. Vous voyez bien qu'on a de plus en plus d'événements climatiques extrêmes qui peuvent conduire à des ruissellements très importants et donc à des destructions d'infrastructures, comme malheureusement c'est encore arrivé récemment. Et c'est lié à plusieurs choses. Ce n'est pas lié juste au fait qu'il y a de plus en plus de précipitations intenses. C'est lié au fait qu'on a arraché les haies pendant des générations. Maintenant, on est en train de dire qu'il faut les replanter, mais on arrache encore plus vite qu'on ne replante. Hein. Mais si évidemment on a compris qu'il fallait aller dans l'autre direction, c'est qu'on a artificialisé partout les sols et que du coup, les phénomènes en cascade. Vous amplifiez en fait les impacts. Mais vous désartificialisez à des endroits stratégiques, vous replantez de la végétation, vous faites revenir de la biodiversité, vous atténuez ces impacts-là. Et c'est devenu stratégique pour les collectivités maintenant de réfléchir comme ça. Il y a des programmes européens, le programme Life Artisan, qui aussi finance des projets dans différents contextes d'adaptation au changement climatique basés sur la biodiversité, l'ingénierie écologique. Donc j'espère vous avoir convaincu que ce n'est pas juste faire revenir les abeilles et les oiseaux, c'est aussi assurer notre propre résilience. Même en étant égoïste, même en pensant qu'à l'humain, on a besoin du vivant. Chaque respiration que vous prenez le prouve, vous ne pouvez pas avoir cette respiration s'il n'y avait pas la photosynthèse. Et il y a quelque part une illusion de la séparation sur laquelle il faut travailler. Il n'y a pas la nature d'un côté et les humains de l'autre. Il y a Philippe Descola, anthropologue, qui a étudié plusieurs cultures à travers le monde et qui nous dit que dans plusieurs cultures, le mot nature ou l'équivalent du mot nature n'existe pas. Parce qu'il n'y a pas cette séparation conceptuelle avec une nature à exploiter ou au contraire une nature à protéger. Il y a plein de cultures qui ne sentent pas cette séparation-là. Et d'ailleurs, même nous, inconsciemment, l'espèce humaine, Homo sapiens sapiens, on est un singe un peu bizarre. Un singe capable de collaborer à des millions d'individus pour le meilleur ou pour le pire. Il y a très peu de singes qui sont capables de faire ça. C'est quelques dizaines d'individus chez les chimpanzés, les bonobos, etc. Nous, on est capable, comme le dit M. Hariri, grâce à la culture, grâce aux histoires qu'on se raconte, d'inventer des concepts comme la nation, la croissance, les droits humains fondamentaux. C'est des histoires qu'on se raconte. Ou bien l'opposition contre telle race supposée qui n'existe pas en fait, ou bien les pires et les plus belles histoires. Voilà. Ça a donné le nazisme, comme ça a donné la défense des droits humains fondamentaux, la lutte contre l'esclavage, etc. Tout ça basé sur des histoires et des collaborations importantes. On s'est massacré sur les fronts de la Première Guerre mondiale pour des histoires, à la base. C'est étrange de le voir comme ça, mais c'est pourtant vrai. Donc l'aspect culturel, il est fondamental. Si on veut pouvoir travailler sur ces questions de la relation au vivant, c'est avant tout dans la dimension culturelle que ça se joue. De faire des propositions culturelles qui cassent cette illusion de la séparation. Et d'ailleurs, regardez, on a besoin donc de faire société, nous les humains.
Pour faire société, on a besoin de quoi? De confiance. Et on voit à quel point de nos jours c'est un problème. On casse la confiance en fait, pour des tas de raisons. Et il y a même maintenant les IA qui vont aider ceux qui augmentent en plus cette perte de confiance en créant des fakes. Demain, on pourra imiter à peu près tout et n'importe quoi, pour le meilleur et pour le pire. Eh bien, cette confiance-là nous permet de parler, par exemple, d'un corps social. C'est une métaphore biologique, ça aussi, c'est intéressant. Eh bien, sachez que chez les Indiens Kogi, que suit depuis des décennies mon ami Éric Julien, et que j'ai eu l'occasion de rencontrer aussi en Colombie, eh bien, ils parlent de corps territorial. C'est-à-dire qu'autant pour nous, le corps social est important, autant pour eux, ça va aussi au corps écosystémique. Ils considèrent que sur leur territoire, il y a l'équivalent du Rhin, la zone humide, qui va purifier l'eau. Il y a l'équivalent des zones de captation aussi, qui sont un peu comme le cerveau. Là, ils parlent de la mémoire de l'eau. Et chaque fonction territoriale, en fait, écosystémique, il y a des populations qui sont chargées d'en prendre soin, de les restaurer, d'être les gardiens de ces fonctions territoriales si importantes pour que ça reste vivant. C'est une invitation aussi du pas de côté culturel à voir nos territoires et notre place dans nos territoires, non pas comme une plateforme technique à aménager, héritée de la révolution industrielle, avec des fonctionnalités de mobilité, des fonctionnalités de tertiaire. On est dans la plateforme technique à aménager, mais quand même un système vivant à ménager. Et là aussi, il y a tout un courant de planification territoriale, de vision de la réinvention finalement de notre inscription territoriale qui consiste à prendre en compte que la réalité, c'est qu'on n'est pas dans une plateforme technique, on est dans un système vivant. Et à ce stade, je voudrais peut-être vous laisser un petit moment pour interagir et peut-être par soit des questions, des remarques, ça peut être aussi des résonances tout simplement. Et je vous proposerai peut-être un petit jeu tout à l'heure pour poursuivre dans une dimension peut-être un peu plus interactive. Mais si vous avez des questions ou si vous voulez aussi d'autres exemples de bio-inspiration, n'hésitez pas. Est-ce que du coup on a un micro pour ça ou ça sera purement avec la voix? Un micro qui peut... Oui. Est-ce que quelqu'un voudrait je sais pas, peut-être réagir ou poser une question par rapport à ce que je viens de partager dans cette première partie? Allô, allô. Ah oui, on a un micro. Bien. Super. Qui veut parler dans le micro? Une main ici. Une main là-bas. Excusez-moi, je vous marche sur les pieds. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, oui, pardon. Du coup, je suis pas sûre d'avoir bien tout retenu, mais en tout cas, à un moment, au début, vous avez parlé de pour que la en tout cas tout le vivant se renouvelle, il fallait qu'il y ait 30% de biosphère qui soit conservé. Et donc ça veut dire les parcs naturels, les choses comme ça, ouais. Aujourd'hui, on en est à combien? Parce que les parcs naturels, tout ça, ça reste très minime par rapport à tout ce qui est urbanisé, tout ce qui est le reste, quoi. Oui, et ça dépend des pays évidemment, mais on est autour de 5%, et ça dépend aussi quand est-ce qu'on est, si on est au milieu terrestre ou marin, donc il y a parfois aussi des pays comme la France qui s'engagent de plus en plus, y compris dans l'outre-mer, à avoir des zones qui sont protégées. Mais moi je distingue, je suis un peu provocateur peut-être en disant ça, les parcs de papier, de ce qui est réellement, pour qu'il y ait en fait des communs, il faut qu'il y ait gestion derrière. Et c'est pas simplement de dire, bon voilà, dans cette zone en Guyane par exemple, ou dans les îles subantarctiques, maintenant on va déclarer que c'est... Alors c'est mieux que rien, c'est déjà une protection juridique, et je dirais aussi que peut-être là, ce qui me semble encore plus intéressant que ça, même si je suis d'accord avec le protocole, enfin l'accord de Montréal, que c'est important aussi, et heureusement qu'il y a des ONG qui se battent aussi pour que les derniers endroits qui ne sont pas encore artificialisés puissent être toujours là. C'est aussi dans les endroits qui ont été artificialisés de réinventer des modes de production, des modes d'habiter qui font que ce n'est pas forcément une fatalité que l'humain puisse au mieux réduire les impacts négatifs, qu'on puisse être par exemple dans la régénération. Comment faire, et je travaille par exemple avec des urbanistes qui vont essayer de voir comment la biodiversité peut venir sur le bâti, sans que ça soit une nuisance, sans que ça soit aussi simplement une ruche par-ci par-là. C'est-à-dire comment on va concevoir, comme dans l'école de Boulogne, dans la région parisienne, où ils ont conçu une école qui accueille plusieurs centaines d'élèves, avec des infrastructures qui sont naturellement colonisées par la biodiversité. Et aussi avec des plantations. Et donc actuellement, sur l'infrastructure même, il y a plus de biodiversité que dans un parc parisien. Et c'est suivi par le musée d'histoire naturelle. Ça, c'est des directions qui vont m'intéresser particulièrement.
Parce que sinon, on est encore dans le paradigme de soit on réen sauvage, ou soit on utilise avec des impacts négatifs. Moi, je pense qu'il y a des zones parfois où on peut utiliser, mais un peu comme nos ancêtres, hein, c'est-à-dire sans forcément que ça se traduise par une destruction du vivant, voire même en faisant revenir le vivant tout en étant là. Et c'est là tout l'intérêt, par exemple, de l'agroécologie aussi. Là, je vous prends un exemple un peu éloigné, qui est plutôt donc l'habitat. Mais dans l'agroécologie, vous êtes dans un système productif, vous avez besoin de produire, mais vous faites revenir la biodiversité, vous gérez mieux le cycle de l'eau, vous fixez du carbone, c'est ce qu'on appelle une réponse synergique. Ce n'est pas les mêmes méthodes de prélèvement, ce n'est pas les mêmes outils, ce n'est pas les mêmes modes d'organisation. C'est-à-dire qu'il faut inventer plein de choses. Ce n'est pas que la technique sous-jacente qui est importante, c'est aussi la gouvernance derrière. Quand le tracteur est apparu, et quand on a été vers l'agriculture intensive, on a eu aussi un besoin, et c'était presque inéluctable, de changer les modes de financement, les modes d'organisation, les modes de décision. Eh bien, l'agroécologie, si on voit tout le potentiel, ça va demander aussi d'autres transformations sociétales qui ne sont pas simplement purement techniques. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on ne protège pas assez actuellement, on est loin des 30%, mais je ne pense pas que c'est peut-être encore un petit peu trop, même si c'est nécessaire, la vision de la nature d'un côté et le système humain de l'autre. Même la notion de réensauvagement, ça suppose intellectuellement qu'il y aurait un milieu sauvage qui est radicalement différent de ce que nous sommes profondément. Moi, je suis beaucoup plus pour la symbiose mutualiste. Jardiner le monde en permaculture ou ce que vous voulez, de façon à remplir les besoins humains, mais en faisant revenir en même temps la biodiversité, en utilisant la biodiversité, au sens noble du terme. C'est une réponse un peu longue, mais je tenais à réinsister sur ça. Bah, merci. Et du coup, je me dis que je croise les doigts pour que vous soyez entendus par les gouvernements, etc. Parce que du coup, ça voudrait dire que les métiers de l'avenir, ça sera de faire du jardinage, de revenir à l'agriculture, etc. Parce que, mine de rien, il faut énormément le travailler, le végétal. Enfin, si on laisse faire, ça prend trop le dessus, quoi, par rapport à... C'est la base, le végétal, en fait, dans le milieu terrestre. Hein. C'est-à-dire que pour que tout le reste puisse survenir, c'est avant tout grâce aux végétaux. Et ces végétaux, on le racontera demain dans la marche du temps profond, hein, pour en dire quelques mots, c'est un pas 2 millions d'années, on raconte l'histoire de la Terre et l'apparition de la vie sur Terre. On marche sur 2,3 km pour raconter donc 4,6 milliards d'années d'évolution. C'est ça demain qu'on va faire. Et pendant très longtemps, la vie végétale a été dans les océans. Ça a demandé longtemps avant qu'elle puisse conquérir les milieux terrestres, parce que sortir de l'eau, c'est quand même un sacré pas dans l'évolution. Si vous regardez les arbres en vous disant c'est des algues qui ont trouvé le moyen de collaborer pour aller sur des milieux où il n'y a pas d'eau tout le temps, c'est absolument fascinant de voir un arbre comme ça. Et donc le végétal nous donne en fait sur les milieux terrestres non seulement la base pour que les autres espèces soient là, mais fait venir aussi l'eau à l'intérieur des continents. S'il n'y avait pas la végétation, l'eau s'arrêterait, les pluies s'arrêteraient aux marges continentales, ne rentreraient pas à l'intérieur des terres. Ça serait des déserts stériles. Et c'est l'action de l'évapotranspiration qui crée des phénomènes qui font amener les nuages jusqu'à l'intérieur des terres. Donc si vous artificialisez trop, vous changez le régime des pluies. Vous avez le risque aussi de désertification sur des générations peut-être, mais ça on en est sûr maintenant. Oui, je voudrais prolonger la question de notre ami là, sur les 30% et notamment sur les océans, parce que et puis peut-être amener, peut-être à un moment donné, il faudrait bien qu'on en parle, sur le terrain politique, parce que j'ai vu et écouté il y a quelques semaines de ça, une information qui vient des États-Unis, hein, du nouveau gouvernement américain, qui a décidé de désanctuariser la recherche dans les eaux profondes, avec, ça parlait d'objectifs de millions de tonnes à chercher. Et là, ma question, c'est justement, parce que ces zones sont plus ou moins inaccessibles, c'est vraiment, je ne sais pas si les 30% sont là-dedans, parce que je ne sais pas comment tu comptes ces 30%, mais du coup, en fait, quel impact ça va avoir, en fait, si à un moment donné, les grandes puissances se décident à exploiter justement ces zones profondes? Des impacts désastreux, et ça me permet aussi peut-être
d'essayer de vous redonner un petit peu de courage pour ceux en tout cas qui voudraient qu'un autre monde émerge, une autre façon de créer de la valeur. Ne vous laissez pas trop impressionner par les Donald Trump et Elon Musk et autres. Et je voudrais citer le philosophe Schopenhauer qui disait il y a 3 temps dans une idée. D'abord, elle est ridicule. Effectivement, bon, on peut en rigoler un petit peu, ils sont sympas, ces écolos, etc. Mais voilà, on va les laisser faire, quoi. Mais le 2e temps, c'est dangereux. Le 3e temps, c'est évident. Et paradoxalement, ce qu'on peut considérer comme des reculades par rapport aux enjeux climatiques, biodiversité, et même dans nos politiques publiques, voilà, la directive Omnibus, on a l'impression qu'on a avancé puis qu'on recule pour simplifier, ok, il y a toujours des bonnes raisons. Eh bien, on va nous dire ça suffit maintenant, ça suffit, assez parler de biodiversité, assez de parler maintenant, il faut sauver l'industrialisation de la France, etc. J'entends tout ça, c'est évidemment, je ne suis pas en train de simplement de critiquer ça. Mais c'est un signe de maturation paradoxalement. C'est-à-dire que le fait que ces acteurs considèrent que ces thèmes-là soient dangereux, c'est un signe que le système est en train de maturer. Inquiétant, un signe inquiétant, qui peut créer beaucoup de tensions, mais voyez-le comme un signe de maturation, il faut garder le cap. Pourquoi ? Parce que sinon l'alternative c'est quoi ? C'est ce que, je crois que c'est Élisée Reclus, je ne suis pas certain de ma citation, mais dit il y a le monde où l'on vit et le monde dont on vit. Et là, il y a plusieurs niveaux de ça. Est-ce que pour avoir, je ne sais pas moi, un air propre à Paris, avec des voitures électriques, est-ce qu'on va aller chercher des terres rares avec des mines destructrices pour les écosystèmes à l'autre bout du monde ? Alors on aura un air pur à Paris, propre, mais on aura ça au prix d'une destruction du monde ailleurs. Eh bien c'est pareil, si on considère le monde pas simplement des humains, mais aussi des autres espèces, que parfois on appelle les non-humains, est-ce que pour régler même un problème d'énergie renouvelable, on va le faire au prix d'une destruction encore plus grande des fonds marins ou même des écosystèmes sociaux pour les terres rares, encore une fois, en Afrique, en Asie, au Chili, etc. Et donc si on veut être humaniste, il nous faut aussi se poser ces questions-là. Est-ce que notre bien-être va se faire encore une fois au prix du mal-être, du moins bien vivre d'autres espèces et d'autres humains ? Donc ça, pour moi, c'est des garde-fous intellectuels. Le monde où l'on vit, le monde dont on vit. Ensuite, il y a la notion de performance. C'est quoi la performance d'un système social ? Est-ce que c'est la croissance, indicateur ? Est-ce que vous savez à quel moment est apparu le PIB ? Cet indicateur qui n'a pas toujours existé. Est-ce que certains le savent ? Après la Première Guerre mondiale. Alors c'est exactement après la Première Guerre mondiale, mais le déclencheur c'est la crise de 29. Oui, voilà, mais c'est après la Première Guerre mondiale. Exactement. Parce qu'avant, il y avait des recherches, ils se prenaient la tête pour savoir comment quantifier la valeur, mais c'est une vieille question. Tout à fait. Adam Smith se la posait déjà, mais il ne savait pas comment le faire, en fait, comment régler. Cette question n'est pas réglée. Ouais, et d'ailleurs on continue, et c'est important, c'est une question importante, parce que la valeur, c'est une très grosse question. De plein de choses. Si vous évaluez la performance sur des critères volumétriques, vous êtes dans une économie qui va de plus en plus avoir besoin de ressources pour créer de la matière, créer de plus en plus de choses. Et vous le savez, donc le PIB a été mesuré après un effondrement économique, donc évidemment, c'était pas complètement illogique, il fallait mesurer l'état de reconstruction de l'économie d'une certaine façon. Sauf qu'une fois, dans certains pays comme le nôtre en tout cas, où on n'est plus dans une question de reconstruction après une catastrophe, est-ce que c'est un critère qui est toujours valable ? Dans le vivant, par exemple, si je prends votre exemple quand vous êtes bébé, vous avez besoin de croissance. Donc il n'y a pas à opposer la croissance versus l'absence de croissance. Ça dépend du contexte. Au Soudan, vous avez besoin de croissance. Mais quand vous êtes bébé, vous grandissez, et puis à un moment donné, ça stabilise, non ? Sinon, c'est ce qu'on appelle de l'obésité, il y a de plus en plus de problèmes physiologiques qui peuvent apparaître suite à ça. Donc il y a un moment où ça se stabilise, où c'est plus la croissance la question, c'est autre chose, c'est la relation, c'est la qualité, c'est pas la quantité, on est d'accord ou pas ? C'est pas du dogme, là, je suis pas en train de faire mon décroissant dogmatique, c'est juste du bon sens. Eh bien, nos économies, c'est un peu ça. En fonction du contexte, parfois, c'est pas la question du tout, la croissance. Et évidemment, si jamais vous êtes dans des indicateurs volumétriques, eh bien, que vous construisez une école
ou que vous construisez une économie de la drogue, ça contribue au PIB. Il n'y a pas vraiment de pondération d'une certaine façon. D'accord ? Et donc là, on est plusieurs à dire, évidemment, on est en train de quitter 2 siècles, quasiment, de plusieurs choses. Une économie basée sur le volume et une économie extrêmement extractiviste, qui extrait des ressources de la croûte terrestre en permanence. Que ce soit les hydrocarbures, les charbons, mais aussi les minéraux, etc. Et là, on a des cul-de-sac stratégiques, les amis, vraiment, je pense que vous en êtes conscients. Le cuivre, par exemple, ou même certaines ressources liées au digital. Et vous voyez Donald Trump qui fait des deals avec l'Ukraine, un peu scandaleux, en disant d'accord, mais tu me donnes tes terres rares. C'est pas pour rien. Donc on va aller dans ce monde-là. C'est vraiment ça la voie. On y est et on veut. Certains veulent accélérer en allant au fond des océans, en allant chercher les dernières gouttes de pétrole là où elles sont, et avec des critères d'arbitrage qui sont pas les bons. Je suis en train peut-être de dévier, hein, mais tu me dis. Hein. Par exemple, la vraie question par rapport aux huiles de schiste et au pétrole un peu dit non conventionnel, on pourrait se dire, mais il y en a encore plein, regardez, c'est ce que dit Trump, hein, drill, 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 baby drill. Moi, je vous demande de regarder juste une chose, et puis vous fiez pas à ce que je vous dis, hein, allez vérifier. En économie et même en finance, on appelle ça le ROI, le retour sur investissement. Combien, et en termes d'énergie, c'est combien de joules je dois mettre, c'est une mesure de l'énergie, pour retirer combien. Donc au tout début de l'exploitation du pétrole, c'était 1 pour 100, 150. C'est-à-dire je mets 1 joule et j'en retire 150. C'est en train de s'effondrer. C'est-à-dire ça ne vaut plus la peine, même les huiles de schiste ou les pétroles non conventionnels ne sont pas rentables. Ce sont purement des produits financiers pour le moment. Parce que ce n'est pas à 1 pour 2 que ça s'arrête. C'est à 1 pour 15. On y est. Hein. C'est-à-dire qu'après, il y a tous les équipements, il y a tout l'amortissement, etc., qui fait qu'on n'est pas du tout rentable, en fait, d'un point de vue purement thermodynamique. Par contre, financièrement, c'est pas vrai. Et là, on est dans des aberrations et on nous fait avaler des couleuvres, en fait, hein, et sans vous donner les vrais critères pour vraiment arbitrer. Moi, je suis pour qu'on en discute, hein, et qu'il y ait le pour et le contre, mais sur des bons critères, pas sur des illusions. D'accord ? Et en fait, notre société en transition est truffée de choses comme ça. On va se précipiter de nouveau dans une direction, et c'est déjà pourtant le cul-de-sac annoncé depuis longtemps. On met du digital partout, ben, comment on fait là concrètement? Dites-moi, si la Chine s'y met, l'Inde s'y met, nous on s'y met, comment on fait par rapport aux minéraux dont on a besoin pour tout ça? Oui, alors voilà, après on peut augmenter le problème en élargissant l'horizon d'exploitation à outrance. Donc il nous faut, pour résumer, sortir d'une vision extractiviste et d'une vision de la performance basée sur les volumes pour aller sur la qualité plus que la quantité. Et il y a des tas de propositions de valeur qui vont dans cette direction-là. Ça reste ce qu'on appelle des signaux faibles la plupart du temps, mais nous, au sein de l'Institut des futurs souhaitables, on appelle ça des signaux fiables, parce que quand on les voit germer partout, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer, qui nous dit peut-être ce que pourrait être le monde de demain souhaitable. Et c'est ça qu'il faut fortifier. C'est pas l'ancien monde qui se bat pour ne pas mourir et pour ne pas changer, c'est fortifier ceux et celles qui, partout, y compris sur votre territoire, j'en suis certain, j'en ai encore la preuve aujourd'hui en vous rencontrant, il y a des nouvelles propositions de valeur qui sont en train d'émerger partout et qui sont basées sur la qualité plutôt que sur la quantité, y compris la qualité des relations. Oui, est-ce que par exemple, ce que vous dites, ça porte auprès des jeunes ingénieurs, des écoles, voilà, des jeunes, parce qu'en fait, c'est à ce niveau-là que ça doit se jouer. Et effectivement, c'est un message politique que vous portez, enfin, qui est porté aussi. On peut pas juste rester spectateur d'un monde qui est en train de sombrer. Donc, est-ce que ce message, il est relayé dans des instances, parce que par exemple, les jeunes ingénieurs qui vont créer demain, puisque vous dites, on crée en articulant avec ce qu'est le vivant, mais est-ce que vous avez le sentiment que ça essaime? Donc, si j'en reviens à l'approche du biomimétisme, hein, qui consiste à regarder les systèmes vivants pour essayer de trouver des solutions aux enjeux de notre époque. Ce que j'ai aimé aussi dans cette approche, c'est d'abord que c'est des millions d'espèces qui peuvent nous servir de modèle, et que ça touche tous les domaines.
je vous dis de la science de l'ADN jusqu'aux écosystèmes, au fonctionnement des récifs de coraux, des forêts, etc. Mais aussi que ça génère énormément d'enthousiasme et d'envie d'en connaître plus sur le vivant. Donc d'un point de vue culturel et pédagogique, c'est vraiment, pour le coup, l'écologie que j'aime voir. C'est-à-dire l'écologie qui n'est pas celle de la peur et de la contrainte, mais l'écologie de l'action enthousiasmante qui réveille le désir d'avenir. Parce que c'est un vrai sujet. En fait, les modes de production, il y a un designer célèbre américain qui disait que l'extractivisme à outrance et le capitalisme à outrance dissout l'envie d'avenir. En fait, on n'arrive pas à se projeter dans l'avenir, en fait. Et il faut trouver des modes de production, des modes d'organisation qui nous redonnent envie de l'avenir. Et toute l'humanité, et même des militaires, on est dans une période de crise, ce que les militaires appellent le Nord stratégique, c'est une projection dans un futur où ils ont réussi. Je ne suis pas forcément gaulliste, mais bon, le général de Gaulle, ou même pour prendre la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, quand ils ont écrit Les Jours Heureux, c'était au moment de le pire, en fait, où l'Allemagne avait gagné. Ils se sont projetés dans un avenir post-Seconde Guerre mondiale, et même de Gaulle avait une vision de la France après la guerre, en plein milieu de la guerre. Et donc, futur souhaitable, on pourrait se dire ils sont gentils, moi je les ai rejoints parce que j'adore le nom aussi, et c'est des copains. J'intervenais chez eux déjà à l'époque chez Cousteau, quand j'ai eu envie de les rejoindre, mais c'est faire de la stratégie, c'est de se projeter dans un futur où on a réussi. Et c'est pas de la futurologie, c'est pas de la science-fiction, c'est pas des scénarios plus ou moins probables, c'est juste réveiller le désir d'avenir et regarder dans le présent qu'est-ce qui résonne avec cette envie d'avenir. C'est vraiment la posture de notre institut. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne confond pas stratégie et tactique, déjà. Beaucoup d'organisations pensent faire de la stratégie, font de la tactique. La tactique de la voie de l'hydrogène, la tactique des panneaux solaires, la tactique de la mobilité douce via tel ou tel moyen. Ça, c'est pas de la stratégie, c'est des moyens dans le moment, en fonction des circonstances, etc. La stratégie, c'est avoir une vision en profondeur, quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Je voulais commencer par ça. Et donc, à partir du moment où vous avez une stratégie qui, malgré les contraintes, malgré le dérèglement climatique, malgré tous les problèmes, essaye de dessiner une voie vers un mieux, vous réveillez l'enthousiasme et vous réveillez ce que Spinoza appelle la puissance d'agir, parce que vous n'êtes pas sur ce que Spinoza appelle les affects tristes, la tristesse, la dépression, etc. Vous êtes dans des affects joyeux. Et ça, Mère Teresa, dans les léproseries, c'est pas les circonstances qui vous disent vous pouvez être joyeux là et pas joyeux là. Même dans le pire, si vous avez une possibilité de vous connecter à quelque chose d'enthousiasmant, ça réveille le meilleur en vous et vous donnez votre meilleur potentiel. Et même en acceptant d'une certaine façon, et quelque part je partage ça avec les jeunes aussi, avec qui j'échange, acceptez que peut-être vous ne verrez pas les fruits de ce que vous êtes en train de contribuer à semer. Acceptez peut-être d'être de bons ancêtres demain pour les générations qui viendront, et d'avoir accepté, même si vous pouvez créer des îlots de résilience et des choses magnifiques comme cet endroit, sans forcément espérer que toute la planète soit au diapason, acceptez de participer à une aventure où peut-être dans 5-50 ans, on vous dira merci d'avoir semé ces graines. Et vous aurez eu une vie magnifique et pleine de sens. C'est vraiment ça que je veux transmettre aux jeunes. Ce sens de l'aventure humaine, ce sens de l'enthousiasme, et ce sens aussi de l'altruisme, où on accepte de ne peut-être pas voir les fruits de ce qu'on est en train d'essayer de semer. Allô? Du coup, la première chose que je tiens à répondre juste à la question qui a été posée tout à l'heure, parce que, étant moi-même en école, troisième année d'école d'ingénieur en énergie renouvelable, donc dans les écoles, par rapport à mon expérience et aux expériences de mes amis, on en parle souvent. On a beaucoup de conférences, on a des cours qui sont dédiés justement à l'environnement, quoi, pour montrer en fait que l'impact de ce qu'on fait. Sauf que ce qui revient beaucoup aussi entre nous, c'est qu'on remarque qu'il y a beaucoup de paroles pour rien. Parce que oui, on fait des conférences, oui, on a des cours, on a même des examens à la fin sur ces choses-là. Mais après, on continue à faire, je suis en énergie renouvelable, mais même ce qu'on fait, ça, c'est pas forcément, c'est renouvelable, oui, mais c'est pas quelque chose qui, ça impacte peut-être un peu l'environnement, mais pas autant qu'on souhaite,
parce qu'on utilise quand même beaucoup de choses je sais pas, si on va parler des panneaux solaires, ça pollue aussi. Donc voilà, en fait, on se pose la question, est-ce que ce qu'on fait, ce que vous avez dit tout à l'heure, oui, il faut accepter le fait qu'on ne va pas voir les fruits de ce qu'on sème, mais on ne sait même pas on sait même pas si ce qu'on somme sert à quelque chose, parce que à côté de nous, moi je suis en énergie, à côté de nous, j'ai mes amis, ils sont en IA, et l'IA, elle avance tellement vite, on sait aussi comment l'IA, elle pollue. Donc on est dans un endroit où, surtout en école d'ingé, on pollue, mais aussi on veut ne pas polluer, mais on est un peu perdu. Je comprends. Et pour aller un petit peu plus sur cette dimension de la transmission de connaissances, parce que je me rends compte que je n'ai pas complètement... Donc moi, par exemple, j'ai la chance de collaborer avec l'ENSI, qui est une école de design industriel, où il y a un master spécialisé en biomimétisme qui a été créé. C'est la 5e année, je pense. Mais il y a aussi un master à l'université de Pau et des Pays de la Dour sur les matériaux bio-inspirés. Et il y a de plus en plus de cursus pédagogiques donc dans les écoles d'ingé qui sont plutôt le fait de professeurs qui ont envie de faire découvrir à leurs étudiants. On a maintenant plusieurs formations dédiées en fait qui commencent à émerger. C'est un peu un nouveau métier aussi qui est en pleine émergence. Donc ça c'est pour être plus précis par rapport à la transmission. Moi je suis déjà intervenu à l'école polytechnique, dans plusieurs, mais plutôt des cursus d'exploration en fait. Maintenant, quand on parle des performances du vivant et d'essayer d'éviter de faire ce qu'on appelle les transferts d'impact, c'est-à-dire je réponds aux besoins énergétiques mais je crée un autre problème ailleurs ou dans un autre domaine, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas bouger quand même. Et là, je vais vous prendre 2 métaphores qui viennent de mon amie Caroline Gervais, et je trouve qu'elles sont assez illustratives. La métaphore du puzzle et la métaphore du jeu d'échecs. Le puzzle, je peux vous dire, vous êtes chargé, comment vous appelez ? Jana, des énergies renouvelables, et avec une équipe, y compris avec le gouvernement, etc., vous allez être en charge de la partie du puzzle énergie renouvelable. Là-bas, c'est mobilité. Et on se retrouve, et puis là-bas, vous êtes chargé de la colle, on se retrouve dans 30 ans et on fait le futur souhaitable de la France. Ça ne marche pas comme ça. Le jeu d'échecs est une métaphore beaucoup plus intéressante. Vous savez ce que c'est que faire échec à la non-soutenabilité. Shirmet, comme on dit en arabe, ou échec et mat. Vous savez quelle est la fin du jeu, en fait, et là on parle de métaphore plutôt arrêter les impacts négatifs, quand je dis réussir. Eh bien, le pion que vous allez jouer en premier, il n'est peut-être pas très impressionnant. Mais vous avez 2 ou 3 coups d'avance de profondeur stratégique. Vous savez quelles options vous ouvrez en jouant ça, et quelles options vous fermez, parce que c'est trop risqué si jamais vous allez dans une autre direction. Et vous ne maîtrisez pas l'adversaire, comme vous ne maîtrisez pas l'environnement. Il y a des tas de choses qui peuvent arriver, mais par contre, vous connaissez les règles du jeu, et vous savez ce que vous pouvez jouer à tel moment, et ce que vous pourrez jouer plus tard. Et c'est ça l'invitation. Je ne suis pas en train de dire il faut arrêter les panneaux solaires, parce que non, peut-être que c'est le premier pion. Mais peut-être que la photosynthèse artificielle, c'est une profondeur stratégique un peu plus intéressante, parce que ça ouvre un champ des possibles qui a beaucoup plus de pouvoir transformateur derrière, et que demain, ce que je fais, je vais faire du lobby pour qu'on soutienne cette voie-là. Peut-être que, je vais vous donner un autre exemple qui vient du biomimétisme, si vous fabriquez du verre, l'industrie a besoin de plus de 1000 degrés Celsius. 1000 à 1500 degrés pour faire du verre. Vous avez des éponges marines ou même des petites algues microscopiques qu'on appelle les diatomées. Elles font un squelette de verre à température ambiante, et pour la corbeille de Vénus, une éponge magnifique qui a une forme en verre très très fin, elle le fait à 2 degrés Celsius. Donc on passe de 1500 à 2 degrés Celsius dans de l'eau. On passe d'une thermo-industrie haute pression, haute température, solvant toxique, à la fabrication dans de l'eau à température ambiante et pression ambiante avec des ressources disponibles autour de l'animal ou de la plante, dans le cas des diatomées. Est-ce que vous croyez qu'Homo sapiens sapiens autoproclamé est capable de faire comme une diatomée ou comme une éponge qui a des millions d'années et faire du verre dans de l'eau? Qui pense que c'est possible? C'est fait. Il y a un procédé qui s'appelle le procédé Sol-Gel, y compris travaillé au Collège de France avec Jacques Livage, qui a pris sa retraite maintenant, et Clémence Sanchez. On est capable de faire de la biominéralisation du verre. On trempe dans des bains, en fait, des structures. Il y a des dépôts de verre. On n'est pas capable de faire encore des doubles vitrages ou des choses de ce genre. Mais ça ouvre un champ des possibles, mais immense. À 1500 degrés, vous ne mélangez pas le verre avec d'autres choses. Vous cramez tout. Mais si c'est à température ambiante dans de l'eau, vous pouvez faire des fibres de lin et vous faites des dépôts de verre dessus. Vous pouvez mettre des bactéries bonnes pour la peau dans des microbilles de verre. Vous pouvez faire des bactéries bonnes pour la dépollution de l'eau dans des microbilles de verre.
Et vous voyez que c'est un champ des possibles, en fait. On passe de l'industrie haute pression, haute température, solvant toxique, à la manufacture dans l'eau, dans des conditions douces. Et moi, je soutiens beaucoup plus ces directions-là, sans présumer de comment elles peuvent s'incarner. Évidemment, après, c'est tout le système de conception qui a besoin, toute la filière qui a besoin d'être repensée. Mais le pouvoir transformateur est immense. Donc, jouez le jeu actuel, mais avec de la profondeur stratégique. Et ne vous tétanisez pas par le fait qu'il y a des dilemmes. Il y a toujours des dilemmes dans des périodes de transition civilisationnelle. On vous demande en même temps de jouer l'ancien jeu, tout en inventant un nouveau jeu. On vous demande, si je reprends une autre métaphore, de rajouter une case biomimétisme ou permaculture dans un Monopoly, où il y a toujours les mêmes règles, donc il y a toujours un gagnant et un perdant à la fin, ou des gagnants et des perdants. Et vous pouvez mettre Mère Teresa ou le Dalai Lama ou n'importe quelle personnalité que vous appréciez, la fin du jeu sera toujours la même. Ce n'est pas qu'une question de joueur, c'est une question de design du jeu. Et on vous demande en même temps de passer du jeu toujours plus à un jeu qui est plutôt basé sur le mieux, donc d'inventer un autre jeu. Et dans les périodes de transition, il va falloir jouer avec ces contradictions et ces dilemmes, parce qu'il va falloir, si vous avez identifié ça, continuer à ne pas vous mettre en danger pour certaines organisations des collectivités par rapport aux critères de l'ancien jeu, tout en ouvrant de manière urgente des zones de haute expérimentation de nouvelles règles du jeu. Ce qui est mortel, c'est la performance, et il faut l'opposer à, comme dit Olivier avant, à la robustesse. Je pense que là, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Oui, alors Olivier Amand, vous connaissez peut-être certains d'entre vous, qui est un biologiste aussi, qui transmet pas mal de choses autour de l'imitation du vivant aussi. Effectivement, quand je vous parlais de la photosynthèse, si on regardait sous l'angle purement, capacité à transformer l'énergie du soleil en énergie utile, c'est pas terrible, 2%. Hein. C'est pas. Mais quand je regarde l'ensemble, cette sous-optimalité, comme le dit Olivier avant, elle rapporte en fait une énorme robustesse pour la plante. Et la multifonctionnalité. Donc il faut aussi qu'on sorte de notre vision silotée de la performance. On est dans la complexité, donc il nous faut une performance multicritère. Ça ne doit pas être bon que du point de vue de l'énergie. Ça doit être bon sur d'autres aspects, sinon vous vous retrouvez comme dans certaines zones où vous allez artificialiser les espaces naturels, y compris agricoles, pour mettre des panneaux solaires, des centaines d'hectares de panneaux solaires qui créent des conflits d'usage, en fait, des sols. On le voit avec les éoliennes aussi. Donc c'est comment gérer ces arbitrages, en fait. Comment avoir une approche de la performance multicritère et pas simplement monocritère. Ça fait partie des enjeux de l'époque, dont sous-optimalité pour la robustesse. En tout cas, moi je vois ce lien-là. Combien de temps il nous reste, juste pour que je dose un petit peu Non, c'est aussi parce que vous allez avoir faim bientôt. Oui. Bonsoir. Je rebondis juste sur le cadre expérimental. Finalement, vous qui gravitez autour de beaucoup d'innovations dans divers secteurs, comment aujourd'hui vous percevez les moyens d'expérimentation qui sont fournis par l'État, le cadre réglementaire? Nous, en océanographie, en biologie marine, on le voit beaucoup. On a quand même un cadre qui est très restreint et qui n'est pas forcément dans la temporalité qu'on devrait suivre en termes d'innovation, de tests, de montée en TRL, puisque avoir une innovation à l'échelle labo, là, je le dis au sens large pour tout le monde, mais avoir une innovation à l'échelle labo, c'est une chose. L'avoir à l'échelle d'un territoire, d'une industrie, c'en est une autre. Et pour ça, parfois, il faut aller vite, il faut se donner les moyens. Et aujourd'hui, nous, notamment dans le domaine maritime, on le voit, on ne nous donne pas les moyens d'expérimenter des solutions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais dans tous les cas, il faut les tester parce que le jeu en vaut la chandelle et qu'on n'a pas d'autre choix, en fait, sur le long terme. Et on se retrouve avec un cadre réglementaire qui n'est absolument pas approprié à ces enjeux-là. Donc, je me demandais juste d'expérience, comment vous percevez finalement ces diverses obligations, pour la plupart très propres à la France, à d'autres endroits ou sur d'autres secteurs, ça va beaucoup plus vite. Qu'est-ce que vous pouvez nous partager là-dessus? C'est une vraie question, en fait, et souvent on a un cadre réglementaire qui est, heureusement, qui est basé sur parfois éviter avant tout les impacts négatifs, donc pour l'aspect régalien finalement qu'on attend d'un État. Et puis il y a aussi un cadre réglementaire qui est parfois le résultat de lobby.
et qui n'est pas forcément à vocation du bien commun. Je ne veux pas caricaturer, mais il y a un petit peu de tout ça mélangé. Par exemple, quand on a des travaux de normalisation, moi j'ai eu l'occasion de travailler sur ceux autour du biomimétisme avec la FNOR, les normes ISO, etc. Des fois, on se demande si c'est pas en complexifiant les choses, une manière de permettre à ceux qui peuvent se permettre de payer des personnes chargées de faire les dossiers, une manière de protéger un peu leur façon, en tout cas, d'avoir une activité dans un certain secteur. Donc on est dans un mélange de plein de choses, en fait, quand on est dans la normalisation, les standards, etc. Le bien commun et en même temps les conséquences d'opérations de lobby du passé ou du présent qui s'incarnent aussi dans toutes ces normes et ces standards et ces indicateurs et ceci et cela. Maintenant, moi je fais du lobby, et je l'assume. J'ai vu il y a un mois, par exemple, M. Bonnel qui dirige le secrétaire, qui dirige France 2030 avec les investissements pour essayer de faire émerger, avec l'appui d'industriels qui sont OK pour le tenter, des zones d'expérimentation où on suspend certaines choses parce qu'on est mieux disant par rapport à la réglementation, par rapport à certains sujets. La fixation de carbone, la biodiversité, etc. Mais c'est pas simple. Vraiment, c'est pas simple. Je suis d'autant plus motivé à le faire quand c'est pour des solutions mieux disantes. Par contre, si c'est pour dégrader encore, là, je ne vais pas soutenir ça, évidemment. Mais sur l'habitat, par exemple, c'est des vraies questions. Quand on met la biodiversité, il y a des questions de sanitaires, il y a des questions de sensibilité à certains risques, au feu par exemple, et c'est complexe. C'est complexe. Et ça vaut la peine parfois d'avoir des accords pour peut-être, à titre expérimental, permettre des choses qui sinon... Mais je comprends en même temps qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Je veux dire, on peut très bien dire, voilà, je travaillais par exemple actuellement, on a lancé ce qu'on appelle nous de la recherche-action-transmission. C'est-à-dire on accepte d'être dans l'action, mais aussi dans une forme de recherche qui ne définit pas tout de suite en disant les choses comme on a la solution, il n'y a plus qu'à l'appliquer. Non, il y a des choses, il faut encore qu'on expérimente et qu'on creuse. Bon ben là, je viens de lancer un appel avec d'autres, jamais quand je dis je, c'est plutôt en collaboration avec pas mal d'autres acteurs, autour de l'usine du XXIe siècle, l'usine souhaitable. C'est quoi le lieu de production du XXIe siècle qui est réellement souhaitable? Il y a plusieurs questions là-dedans. Souhaitable par rapport à la biodiversité, au flux du vivant, et comment on peut réintégrer au sein d'un site de production, et je parle du XXIe siècle qui a déjà commencé, ce qu'on appelle nous en écologie les services écosystémiques. C'est-à-dire en quoi un lieu de production, comme un espace urbain d'ailleurs, peut intégrer une contribution au cycle de l'eau, une contribution au cycle du carbone, une contribution à la pollinisation, une contribution à différents types de services que les forêts ou les prairies nous rendent et qu'on a détruits par l'artificialisation. Donc en quoi, dans l'évaluation de la performance du bâti, on commence à intégrer ce genre de critères de performance qui sont écosystémiques. Mais en quoi aussi la place de l'humain demain, avec l'IA, la robotisation, garantit un bien vivre et qu'on n'est pas simplement dans un système qui cherche la performance industrielle et technologique. C'est aussi des questions sociales en fait. Et surtout avec l'apparition de l'IA qui peuvent conduire au bouleversement de pas mal de métiers. Bon, je suis content d'annoncer, c'est pas très vieux, qu'on a deux industries très différentes les unes des autres qui ont accepté de rentrer dans cette expérimentation action. C'est Chanel, le groupe Chanel dans le luxe, et Liebherr qui fabrique des engins industriels. Donc on est vraiment dans deux univers totalement différents. Donc ça, moi j'aime bien, avoir ce genre de partenariat où on n'est pas dans du conseil, on est dans du co-design et de l'expérimentation mutuelle. Mais ça démarre, c'est encore très récent. Alors moi je voulais dire un truc, mais qui n'a rien à voir avec une question. C'est histoire de faire un aparté en fait, parce que on est dans un cadre un peu extraordinaire. Et en fait, je sais pas si, oui c'est vrai, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est super beau. Et en fait, on entend tout à l'heure, on entendait vachement les oiseaux et tout. Et j'aurais bien voulu avoir, avant que Eric Lacombe, qui est mon ami, pose sa question, j'aurais bien voulu qu'on écoute un peu la nature de cet endroit, parce qu'en fait, c'est assez exceptionnel. Voilà, c'était une proposition, si vous êtes d'accord. Ouais, 1 minute de silence. Mais allez, 1 minute de silence, c'est une très bonne idée pour entendre. Non, mais je sais pas pour faire le mec désagréable. Ah non, c'est super, au contraire. C'est une très très bonne idée. Ça vous va? Une petite minute à écouter. Regardez, en plus, vous avez un vol là de...
Bon, ça m'ennuie un peu de couper cette minute de silence, mais on pourrait rester des heures comme ça. Alors merci déjà pour cette présentation. Je n'ai pas une question, mais je voudrais juste partager une découverte toute récente faite par un cartographe qui s'appelle Perrin Remonté et qui a fait une carte fictive de l'hydrocratie. Et l'hydrocratie, ça serait le découpage de la France en bassins hydrologiques, que les régions soient des bassins. Donc on aurait bien sûr celle des grands fleuves, qui ferait forcément 4 régions, mais il y a aussi tous les petits fleuves qui vont directement dans la mer, qui pourraient former des régions globales. Donc, et j'ai trouvé cette idée extrêmement pertinente, et je me demandais si à l'IFS, à l'Institut des futurs souhaitables, c'est une réflexion qui était en cours, redessiner la carte en fonction de l'eau, sachant que l'eau, c'est quand même à la source de la vie. Merci, oui, tout à fait. On explore ces directions-là à travers un projet et à chaque fois, c'est construit avec d'autres, qui s'appelle Territory Lab. Pourquoi ? Parce qu'il y a une dimension internationale, d'où l'anglicisme, et qui est basée sur l'expérience de la Biovallée dans la Drôme. Je ne sais pas si vous connaissez cet endroit. C'est assez intéressant ce qui s'est passé en Biovallée. Il y a des chauves-souris aussi qui sont sorties là. Elles sont tout autour de nous. Oui, vas-y, je t'en prie. Donner une petite information, ces chauves-souris, donc elles sont dans les communs là-bas. C'est une des plus, d'après ce que j'ai pu comprendre, une des plus grandes colonies de France. Ah oui. Il y a plus de 600 individus qui viennent au mois de mai à peu près, et qui viennent se reproduire dans les communs d'Espérance. C'est une colonie extraordinaire et qui est suivie par les ornithologues. Ce sont les sérotines. Elles sont vraiment, vraiment, vraiment nombreuses. C'est impressionnant, effectivement. Depuis tout à l'heure, on les voit virevolter. Et d'ailleurs, elles ont inspiré des choses en biomimétisme. Mais bon, pour continuer à répondre à votre question, donc Biovallée, c'est un exemple intéressant parce qu'au départ, quand le projet de transition territoriale a démarré, ça s'est construit autour d'un commun indéniable qui est la rivière Drôme. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire que quel que soit votre bord politique, à l'époque, dans les années 80, les politiques qui ont lancé en fait la dynamique faisaient le constat que tout le monde était désolé en fait d'avoir perdu la rivière. C'était devenu une zone polluée, on ne pouvait pas s'y baigner, elle était artificialisée, mais elle restait belle, mais imbaignable. Et en fait, beaucoup d'acteurs étaient un peu tristes de ne plus pouvoir aller avec leurs enfants se baigner dans la rivière depuis des décennies, en fait, depuis les révolutions industrielles. Et tout a démarré, en fait, tout le projet a démarré autour de retrouver la rivière, régénérer la rivière. Et à partir du moment où vous réfléchissez à la rivière, vous réfléchissez au sol autour, évidemment. Et ça a été un stimulant aussi au développement de l'agriculture biologique, et c'est un territoire d'Europe avec le plus haut taux de couverture en agriculture biologique. Et donc, il y a toute une approche qui consiste effectivement à essayer de voir les bassins versants comme étant des matrices essentielles, en fait, qui permettent ensuite à d'autres choses de pouvoir advenir, comme l'eau étant indispensable en fait aux vivants, au point qu'on cherche des traces d'eau sur d'autres systèmes planétaires pour essayer de voir s'il n'y aurait pas d'autre vie sur ces systèmes. Mais il y a une autre approche aussi qui date des années 70, qu'on appelle l'approche biorégionale. Et c'est quoi l'approche biorégionale ? C'est en même temps voir ce qui émerge du territoire plutôt que ce qu'on y projette. C'est-à-dire, quand je dis projeter, c'est-à-dire souvent les divisions politiques sont le résultat de projections politiques sur un territoire, avec parfois des histoires d'alliances, y compris du passé, qui expliquent pourquoi telle commune est rattachée finalement à un autre territoire, alors que d'un point de vue de ce qui émerge du territoire, il y a une autre cohérence qui aurait pu être trouvée. Et très souvent, dans l'ancienne histoire de nos régions, c'est très lié à des caractères géographiques. Le Rhône, les Alpes, vous voyez, donc on a même dans nos mots, en fait, pour décrire nos régions, des critères biogéographiques, souvent liés aux fleuves, aux montagnes, etc. L'approche biorégionale, c'est en même temps voir quels écosystèmes naturels, au sens entre guillemets naturel, émergent, mais aussi quels récits culturels sont partagés. C'est ça l'approche biorégionale, c'est l'alliance entre la culture et les écosystèmes qui s'expriment, les montagnes, les forêts, la mer, etc. Et ça, c'est vécu de deux façons. Soit comme un projet politique,
Ça peut créer beaucoup de tensions, parce que là, du coup, vous dites aux politiques, maintenant, la région, c'est la biorégion, c'est ça qu'il faut faire, etc. Ou c'est un projet culturel pour avoir une grille de lecture un peu différente de ce qui se passe sur le territoire. Et ça, c'est beaucoup plus fécond, parce que vous n'êtes pas en train de prétendre que vous allez annuler les limites régionales en mettant maintenant des limites biorégionales. Vous vous servez de ça comme un prétexte pour regarder différemment ce qui est en train de se jouer sur vos territoires et faire des alliances aussi peut-être avec des territoires adjacents, mais qui partagent la même dynamique biorégionale d'une certaine façon. Je ne sais pas si je suis clair. Mais en tout cas, ça, c'est des choses qu'on expérimente à travers aussi la bio-inspiration territoriale, se dire, voilà, dans un système comme une forêt ou comme une prairie, il n'y a pas de hiérarchie, au sens où il n'y a pas quelqu'un qui commande dans la forêt pour dire maintenant le printemps on va le déclencher comme ça, ou non, ça émerge. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces systèmes-là où il y a de l'auto-émergence, l'auto-organisation même, pour peut-être guider en partie au moins certaines transitions territoriales. C'est de la recherche action-transmission, encore une fois, on a fêté nos 7 ans, et on a plein de collaborations, y compris avec, par exemple, le CEREMA, pour ceux qui connaissent un peu, l'Adréal d'Auvergne-Rhône-Alpes, et puis des territoires expérimentaux pour faire justement, encore une fois, des expérimentations, la vallée de la Drôme évidemment, mais aussi le Parc Bleu, l'île Eurométropole, dans un territoire transfrontalier, qui est un bel exemple de l'importance de la pensée birégionale, parce que quand vous avez un écosystème aquatique partagé par la Belgique et la France, si vous avez des mesures de gestion qui ne sont pas cohérentes d'un côté de la frontière et de l'autre, eh vous n'allez pas arriver à avoir une gestion régénérative en fait, de ces espaces-là. Donc ça montre bien les espaces transfrontaliers, la nécessité d'une approche un peu plus subtile qui est culturelle et écologique en même temps. Donc oui, ça résonne. Mais c'est pas que les bassins d'eau, ça peut être aussi d'autres choses qui viennent augmenter un peu cette vision. Pas que les bassins versants, même s'ils sont cruciaux et que c'est un bel exercice que d'imaginer ce que ça peut donner si on voit les choses comme ça. Je finirai, je suis un peu bavard, hein. La Cour des comptes, il y a quelques années, avait montré les incohérences de la gestion de l'eau par rapport au fait qu'on ne prenne pas assez en compte l'approche par bassin versant. Même si en France, on n'est pas trop mal par rapport à d'autres zones du monde, c'est les premiers contrats de rivière, contraçage, etc., sont nés en France, et entre autres dans la vallée de la Drôme, le tout premier. Merci. Tariq, on peut continuer encore un petit peu moi je suis... oui, et vous dans le public, est-ce que vous êtes toujours d'accord pour continuer avec quelques petites questions encore? Je crois qu'il y a quelques petites questions. On en prend 2 ou 3. Bon, Claire, à toi. Moi ça va très bien, c'est aussi votre confort, y compris alimentaire. On voit que l'industrialisation tue des personnes dans le monde, transforme des écosystèmes et aussi une population. Et j'aurais bien voulu que vous me parliez en fait du bienfait en fait social et du biométisme. C'est ça que j'ai bien dit, je ne sais pas si je l'ai bien dit. Voilà, et comment effectivement cette solution aussi peut prendre soin en fait des gens et au travers d'une production ou d'un système qui protège autant les personnes que la nature. Le biomimétisme, donc défini, s'inspirer du vivant, c'est vu comme l'humanité. Hein. On n'a pas attendu le mot biomimétisme. Nos ancêtres chasseurs-cueilleurs se sont inspirés des techniques de chasse des animaux, de la construction des termitières pour faire l'habitat vernaculaire, etc. Donc c'est vieux comme l'humanité. Même Léonard de Vinci disait à la Renaissance, va dans la nature, là est ton futur. Ce qui est plus récent, c'est l'intention humaniste et d'éco-conception, donc de répondre aux enjeux environnementaux. Ça, c'est Janine Benyus, une américaine, 1997, qui la première fois pose cette intention-là, et c'est ça qu'on appelle le biomimétisme. Ça, j'insiste là-dessus. Ce n'est pas s'inspirer du vivant en général, c'est le faire avec cette intention-là. Alors, à partir du moment où vous avez cette intention-là, vous pouvez regarder les systèmes vivants, mais par contre, je vais vous demander peut-être de ne pas être non plus trop romantique. C'est-à-dire, parfois, je vois un excès qui est de dire la nature a forcément raison, la nature est forcément belle et forcément tout est harmonieux, etc. Non, il y a de la tricherie dans la nature, il y a du parasitisme, il y a un lion qui mange une gazelle à moitié vivante. Et du point de vue du lion, c'est ni bien ni mal. Il est dans sa nature de lion. Mais nous, humains, on a aussi une nature d'humain avec un cadre éthique. Donc, il ne faut pas que ce soit un prétexte à mettre de côté la philosophie, la sociologie. C'est une rencontre interdisciplinaire dont on parle ici, où les sciences humaines rencontrent les sciences biologiques, les sciences de la technologie et les sciences de l'ingénierie. On est dans une philosophie de la conception, en fait.
Et à partir du moment où vous avez un cadre humaniste ancré en vous et un désir de prendre soin, alors là, oui, vous pouvez vous inspirer de tas de stratégies. Je vais vous donner un autre exemple. J'entends parfois dire « abat la compétition et vive la coopération ». Je vais être un peu provocateur, j'aime bien. Daesh et Al-Qaïda, c'est des processus coopératifs extrêmement, extrêmement performants. C'est pas la question de la compétition, de la prédation. Peut-être que c'est intéressant de parasiter le terrorisme. C'est pas la relation elle-même, c'est l'intention derrière. Vous voyez ce que je veux dire? La compétition pour celui qui sauve le plus vite des vies humaines, c'est pas forcément négatif. C'est au service de quoi? La compétition, c'est ce qui fait les Jeux Olympiques aussi. Évidemment, après il y a des excès. On va transformer les corps, les martyriser, etc. Mais ce n'est pas le type de relation, c'est au service de quoi? Et le biomimétisme est un outil avec une philosophie particulière, mais le plus important, c'est au service de quoi vous mettez cet outil. L'IA, c'est au service de quoi vous mettez l'IA. Les réseaux sociaux, c'est au service de quoi vous les mettez en branle. Il ne faut pas confondre l'outil et l'intention de la main qui l'utilise. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'est crucial de clarifier ça. Et chaque matin, on a envie de se réveiller, je pense, pas en se disant ma seule perspective, c'est faire moins mal. On a envie de prendre soin. On est aussi beau pour ça, les humains. On est capable de s'interroger notre place dans l'univers et regarder les étoiles. On est capable de faire les pires des choses, et malheureusement notre époque nous remontre à quel point c'est vrai. Mais on est aussi capable de beauté, de poésie, d'art, de musique. Et on est aussi capable de vouloir prendre soin. Et c'est ça, moi, que je veux stimuler. C'est cette dimension de l'humain qui fait que notre fatalité, c'est pas au mieux on peut arrêter de faire du mal, c'est qu'on peut, encore une fois, jardiner le monde en permaculture et faire revenir la biodiversité tout en répondant à nos besoins dans une forme de peut-être d'utopie, mais l'utopie d'aujourd'hui est peut-être la réalité de demain. Demain, ça peut être dans 2 siècles, hein, j'en sais rien. Je peux vous dire, quand on a dit on fera pas, il faut qu'on arrête l'esclavage, quoi? Mais c'est impossible, comment vous voulez faire qu'on fasse sans l'esclavage? Ben là, quand on a dit les droits de vote, ça devrait être aussi pour les femmes, mais non, mais n'importe quoi, c'est ridicule, encore une fois, hein, ridicule. Et maintenant, c'est évident. En tout cas, dans certaines zones du monde comme la nôtre, c'est évidemment qu'il fallait aller là. Et ben, je pense que par rapport à la relation du vivant, c'est un peu la même chose qui est en train de se jouer. D'une vision utilitariste, extractiviste, on va extraire encore des ressources dans le vivant, on va parler même de minerais en parlant de bétail dans certaines filières, des métaphores très 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 industrielles. Et bien peut-être que dans la postmodernité, hein, qui caractérise ce qu'on est en train de traverser, on est passé finalement dans l'histoire de l'humanité, peut-être je finirai sur ça si c'est ok pour pas, d'une vision non différenciée entre l'humain et le non-humain avec nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs. 300 000 ans d'Homo sapiens sapiens, un peu plus de 10 000 ans de révolution industrielle. Comment vous voulez effacer même en 12 000 ans 300 000 ans d'intimité profonde avec les écosystèmes de nos ancêtres. Sapiens sapiens, c'est nous, hein. C'est juste qu'on est maintenant, on a d'autres technologies autour de nous, mais c'est nous, hein. Sapiens, c'est nous. 12 000 ans de révolution industrielle, à partir du moment, de 12 000 ans de révolution du néolithique, à partir du moment où vous avez la révolution du néolithique, c'est quoi? C'est que vous n'êtes plus dans un rapport transactionnel avec les autres espèces, où vous avez un chaman qui va faire des rites pour demander à l'animal de s'offrir à la chasse, parce que c'est ça, hein, même dans pas mal de cultures, c'est encore ça, et vous remerciez la proie de cette offerte à vous, et vous la traitez bien, en espérant que l'esprit de l'animal se réincarne, et d'autres, et disent aux autres que vous avez été bien traité, que vous avez bien traité l'animal. Donc on est dans une relation d'équivalence et transactionnelle. Vous voyez ce que je veux dire par ça? Mais à partir du moment où vous maîtrisez la plante, vous maîtrisez l'animal, la relation a changé. Vous êtes dans une relation de maîtrise et de contrôle. Et c'est presque inéluctable. Ça a commencé avec le néolithique. Hein. Je ne suis pas en train de dire que c'était pas bien, il fallait peut-être passer par là. Mais à partir du moment où vous maîtrisez l'animal et la plante, vous n'êtes plus dans une relation d'équivalence. Et vous avez aussi un patrimoine à transmettre, des terres à transmettre, des ressources à protéger. C'est toute l'invention de l'urbanisme, de l'écriture pour des raisons comptables et des grands récits aussi, pour pouvoir suivre les stocks. C'est aussi de plus en plus une peur de l'avenir et une espérance en l'avenir parce que vous espérez des bonnes récoltes et vous avez peur des catastrophes. D'accord ? Et on voit des divinités apparaître dans l'histoire de l'humanité, d'abord de fécondité, puis de plus en plus guerrière. De plus en plus, on va avoir une nature que l'on adore ou que l'on craint. Et puis il y a la révolution industrielle. Et là, c'est la nature stock, la nature ressource, la nature où on va extraire des choses. Et au même moment, dès les excès de la première révolution industrielle, c'est les premières associations de protection de la nature.
C'est les premières associations ornithologues en Angleterre dès le 19e siècle. Et c'est aussi l'art qui commence à changer un petit peu avec l'art floral qu'on va retrouver dans certaines bouches de métro parisiennes ou bien dans certaines usines. On va essayer de retrouver en fait le lien au vivant, même à travers l'industrie. C'est aussi les premiers parcs nationaux aux États-Unis, à la fin de la conquête de l'Ouest, où on se rend compte de la nature finitude, où on va commencer à mettre en place des zones de préservation du monde sauvage. Wilderness, un concept qui vient entre autres de l'Amérique du Nord, après la conquête de l'Ouest, et après le fait qu'on s'est rendu compte qu'on était en train de perdre en fait quelque chose qui nous semblait indestructible. Et maintenant, on retrouve quelque part la nature modèle, la nature partenaire, ou même la nature problème avec lequel, comme le dit le philosophe Baptiste Morisot, il faudra inventer peut-être une forme de diplomatie interespèce, où les autres espèces ont le droit d'arpenter nos territoires, comme nous avons le droit aussi d'y vivre. Et peut-être, je me dis, et on est quelques-uns à le penser, que dans cette post-modernité, il y a une boucle qui essaie de se refermer, où les peuples et femmes racines, comme on dit, c'est peut-être vous qui essayez dans cette post-modernité de retrouver une autre relation au vivant qui est un peu plus transactionnelle au sens noble que purement utilitariste. Et l'enjeu, c'est d'emmener dans le futur le meilleur de ce que les révolutions industrielles ont pu amener, de ce que la Renaissance a pu ramener avec les droits de l'individu par rapport aux diktats du groupe, mais aussi inventer de nouvelles formes de relations, de nouvelles formes de production, de nouvelles formes de consommation, qui célèbrent plutôt que n'utilisent simplement d'une manière brute et brutale cette dimension des services écosystémiques et de la biodiversité, qui n'est pas la nature, mais notre nature. Merci. Ce qui est intéressant, après tout ce que vous venez de dire, c'est de lire les diagnostics qui ont été faits par les Cogis sur la Drôme, vous en parliez, et sur le Rhône. Récemment, oui, l'année dernière. Voilà, exactement. Le chemin des pierres qui parle aux éditions de... Et ils ont fait un diagnostic sur le Rhône et qui raconte exactement ces problématiques. Et sur la Drôme aussi. Tout à fait. Voilà. C'est un peuple de la... je vous en prie, allez-y. Qu'est-ce que les Cogis ? Allez-y, ça m'a fait penser à ça, et c'est un diagnostic qui est très intéressant à lire. Très rapidement, c'est un peuple de la Sierra Nevada en Colombie, qui est un peuple précolombien, qui a fui en fait les ravages des conquistadors en montant en altitude. À l'origine, ils habitaient, y compris jusqu'à la côte, dans le golfe du Mexique. Et en fait, ils nous appellent les petits frères. Et en fait, ils ont envoyé, depuis maintenant quelques décennies, leurs chamans, hommes et femmes, pour essayer de rentrer en communication avec nous, et pour nous dire, attention, vous êtes en train de détruire la terre-mère. Et peut-être qu'on a des choses peut-être à vous transmettre et à vous apprendre. Et ce qui est très intéressant dans ce qu'a organisé Eric, qui a créé une association pour acheter des terres aussi pour les Cogis, parce qu'il y a le narcotrafic, enfin il y a toutes sortes de pressions aussi, c'est qu'ils ne cherchent pas à nous imposer leur vue, ils veulent rentrer en dialogue. C'est-à-dire qu'ils sont prêts aussi à écouter un petit peu ce que la science occidentale, entre autres, est capable d'amener, y compris pour eux. Et donc c'est un vrai dialogue interculturel, un espace qui a été ouvert... où en Drôme, par exemple, des scientifiques occidentaux ont parcouru la vallée de la Drôme pour faire l'état de santé de la vallée de la Drôme en ayant la perspective des chamans hommes et femmes et la perspective des scientifiques qui dialoguent. Et il y a des choses fascinantes qui sont sorties de cette expérience, et c'est dans un livre que c'est raconté, Le chemin des pierres qui parle. J'ai eu la chance d'assister à la restitution de l'expérience dans la Drôme, et donc c'est vraiment un moment fascinant qui m'a marqué. Merci. Merci beaucoup Tariq, c'était une magnifique conférence avec beaucoup d'interactions, c'est exactement ce qu'on souhaite au Château d'Espérance. Et merci de votre accueil encore une fois, là, et votre qualité d'écoute. Merci beaucoup Tariq. Et là, on me charge de vous dire qu'on peut manger là-bas et on peut boire, et se retrouver tous ensemble à discuter sur toutes ces questions-là. Il y aura un petit peu de musique aussi. Merci beaucoup à tous. Merci. Je pense qu'il y a des gens qui vont te parler parce que si tu acceptes, mais ils sont contents. Et avant qu'il faut que tu manges aussi.